Emmanuel Kabila s'agenouillait sur le sol de marbre froid, son ventre gonflé effleurant l'ourlet de sa robe fanée. La pièce sentait le cuir ciré et le parfum coûteux. Patrick Kabila était assis au fond du canapé, les jambes croisées, la regardant comme si elle n'était qu'un meuble. Nettoilez correctement, dit Nadia Mbeki en levant sa chaussure. Les mains d'Emmanuel tremblaient tandis qu'elle essuyait la poussière. Personne ne parlait d'amour. Personne ne parlait de mariage. Dehors, la circulation bourdonnait comme un monde qui croyait encore à l'équité. Tu devrais être reconnaissante, ajouta Patrick à voix basse. Tu vis ici parce que nous te l'autorisons. Emmanuel leva les yeux une seule fois. Pas de larmes, pas de supplications. Seulement un calme qui ne semblait pas appartenir à quelqu'un qu'on était en train de briser. Ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'était ceci. La femme à genoux était celle qui tenait leur avenir entre ses mains, et la dette était déjà exigible. Avant de continuer, d'où regardez-vous? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Si les histoires où l'injustice se transforme en justice silencieuse vous touchent, abonnez-vous et restez avec nous. Avant qu'Emmanuel Kabila n'apprenne ce que signifiait s'agenouiller sur un sol poli, elle avait appris à se tenir debout en silence dans des endroits où personne ne s'attendait à ce qu'elle compte. Elle a grandi à la périphérie d'une ville africaine bondée, dans un appartement de 2 pièces qui sentait toujours légèrement le kérosène et le manioc bouilli. Sa mère, Yves Kabila, vendait des vêtements de seconde main dans un marché à ciel ouvert, se levant avant l'aube et rentrant après la tombée de la nuit, les pieds enflés et les mains gercées. Il n'y avait jamais assez d'argent, mais il y avait une structure. Chaque pièce avait une utilité. Chaque erreur avait des conséquences. Yves croyait à la discipline, pas à la cruauté. Elle croyait que le silence pouvait être plus fort que les cris. Et surtout, elle croyait que la dignité n'était pas quelque chose que le monde vous donnait. C'était quelque chose que vous protégiez, même lorsque personne ne regardait. Emmanuel a absorbé ces leçons sans s'en rendre compte. Elle a appris à observer avant de parler, à écouter plus qu'elle n'expliquait, à compter et recompter le peu qu'elle possédait. Quand ses camarades rêvaient à voix haute de maris riches ou d'avenirs éclatants, Emmanuel restait silencieuse, les yeux fixés sur des chiffres griffonnés dans les marges de ses cahiers. Les chiffres avaient du sens. Les chiffres ne mentaient pas. Les chiffres récompensaient la patience. Une association locale remarqua ses aptitudes lorsqu'elle eut 16 ans et lui offrit une petite bourse pour étudier la comptabilité de base. Rien de prestigieux, de longues heures, des manuels empruntés, des lumières vacillantes. Mais Emmanuel s'épanouit. Elle découvrit un étrange réconfort dans les tableurs et les bilans, dans la logique du risque et du rendement. Après l'obtention de son diplôme, elle trouva un emploi dans une petite coopérative de microfinance qui accordait des prêts aux femmes du marché et aux commerçants de bord de route. Ce travail lui enseigna quelque chose d'essentiel, le pouvoir était rarement bruyant. Le vrai pouvoir avançait discrètement à travers des signatures, des contrats que les gens lisaient à peine, et une patience que d'autres prenaient pour de la faiblesse. Au milieu de la vingtaine, Emmanuel avait économisé plus d'argent que quiconque autour d'elle ne le soupçonnait. Elle ne s'habillait pas différemment. Elle ne déménageait pas dans un meilleur quartier. Elle avait simplement appris à laisser l'argent travailler pendant qu'elle restait invisible. C'est cette version d'elle-même que Patrick Kabila rencontra. Patrick arriva un après-midi à la coopérative, vêtu d'un costume emprunté, portant son ambition comme un bouclier. Il voulait un prêt, pas un petit. Il parla vite, avec assurance, d'une entreprise logistique qui allait tout changer. Il évoqua l'expansion de Root Warehouse. Il parlait comme un homme qui avait répété sa foi devant un miroir. La plupart des membres du comité le rejetèrent comme un rêveur de plus. Emmanuel, non. Elle vit les failles de son plan, mais elle vit aussi sa fin. Plus important encore, elle vit à quel point il essayait de cacher sa peur derrière sa confiance. Lorsqu'elle posa des questions précises, Patrick y répondit toutes. Quand elle contesta ses chiffres, il les corrigea sans orgueil. Il écoutait. Ils parlèrent de nouveau après la réunion, puis la semaine suivante. Les conversations sur les flux de trésorerie devinrent des conversations sur la vie. Patrick lui parla de son enfance pauvre, de son père obligé de mendier du travail, de la promesse qu'il s'était faite de ne plus jamais être impuissant. Emmanuel comprenait ce genre de promesse. Ils se marièrent 2 ans plus tard lors d'une cérémonie modeste, principalement entourée des amis de Patrick et de la mère d'Emmanuel. Patrick insista pour tout payer lui-même. Emmanuel le laissa faire.
Elle avait appris très tôt que des hommes comme Patrick avaient besoin de croire qu'ils se tenaient seuls. Au début, le mariage semblait équilibré. Patrick travaillait sans relâche. Emmanuel le soutenait, gérant discrètement la maison, offrant des conseils seulement quand on les lui demandait. Quand Patrick se plaignait du stress, elle écoutait. Quand il s'inquiétait de l'argent, elle lui rappelait les progrès. Mais le succès le transforma plus vite que l'échec ne l'avait jamais fait. À mesure que l'entreprise grandissait, la patience de Patrick s'amenuisait. Il parlait davantage, écoutait moins. Il commença à désigner l'entreprise comme la mienne, et non la nôtre. Il plaisantait sur la chance qu'avait Emmanuel de s'être marié tôt, avant que le monde ne la distrait. Chaque plaisanterie devenait plus tranchante. Quand Emmanuel suggéra de reprendre le travail, Patrick fronça les sourcils. « Ce n'est pas nécessaire, dit-il. Je gagne assez. Pourquoi ma femme courait partout comme une simple employée ? » Cela sonnait protecteur. Ça ne l'était pas. Peu à peu, les décisions cessèrent d'être partagées. Patrick gérait les finances. Patrick rencontrait les investisseurs. Patrick choisissait où il vivait. Emmanuel se vit devenir une silhouette silencieuse, gravitant autour d'un ego grandissant. Pourtant, elle resta non pas parce qu'elle était aveugle, mais parce qu'elle attendait. Lorsque Patrick eut besoin de capitaux pour s'étendre, Emmanuel passa un appel. Pas en son nom. Pas en celui de Patrick. Par l'intermédiaire des réseaux de microfinance, qu'elle conseillait encore discrètement, elle organisa un financement acheminé par des poules d'investissement que Patrick ne relierait jamais à elle. Les contrats étaient clairs, les conditions équitables, l'anonymat volontaire. Patrick célébra l'approbation comme une preuve de son génie. Emmanuel ne dit rien. Puis la grossesse arriva, inattendue après des années d'essai. Emmanuel ressentit une joie qu'elle ne s'était jamais autorisée à imaginer. La réaction de Patrick fut mesurée. Il sourit, la félicita, puis parla immédiatement de timing, de voyage d'affaires, de pression. À partir de ce moment-là, quelque chose changea. Patrick rentrait plus tard. Son téléphone restait face contre table. Quand Emmanuel tentait de parler, il l'accusait d'être trop émotive. Il se plaignait de sa fatigue. Il lui rappelait souvent que tout ce qu'ils avaient venait de son travail. La maison devint plus froide, même en devenant plus grande. Emmanuel remarqua les signes avant d'avoir des preuves. Le nouveau parfum, les réunions soudaines, le regard de Patrick qui glissait sur elle comme si elle disparaissait déjà. Lorsque la vérité éclata enfin, elle ne la choqua pas. Elle se déposa silencieusement, comme de la poussière. Patrick avait trouvé quelqu'un qu'il admirait bruyamment, quelqu'un qui ne connaissait pas son passé, quelqu'un qui ignorait ses dettes, quelqu'un qui confondait assurance et caractère. Emmanuel ne dit rien. Quand Nadia et Becky entrèrent ouvertement dans leur vie, Emmanuel était déjà une étrangère dans sa propre maison. Elle se déplaçait avec précaution, économisant son énergie pour l'enfant qui grandissait en elle. Elle écoutait davantage. Elle parlait moins. Elle observait Patrick confondre le silence avec la reddition. Ce qu'il ne réalisa jamais, c'est qu'Emmanuel n'avait jamais cessé de faire attention. Elle comptait. Patrick Kabila aimait dire que le mariage était un partenariat. Il le répétait lors des dîners, des réunions d'affaires, même dans des conversations banales avec des inconnus. Mais en pratique, le partenariat signifiait pour lui une chose bien précise, le soutien sans interférence. À mesure que son entreprise s'étendait, son sentiment d'autorité grandissait. Les décisions qui impliquaient autrefois des discussions devinrent lentement des annonces. Patrick ne demandait plus l'avis d'Emmanuel. Il l'informait de ce qu'il avait déjà décidé. Le ton n'était jamais ouvertement cruel. Il n'en avait pas besoin. Il était sûr, définitif. Nous déplaçons nos comptes dans une nouvelle banque, dit-il un soir en desserrant sa cravate tandis qu'Emmanuel dressait la table. Nous recevons des investisseurs le mois prochain. J'ai embauché un nouveau directeur des opérations. Chaque phrase tombait comme une porte qui se referme. Au début, Emmanuel tenta de suivre. Elle posa des questions, formula des suggestions discrètes, signala des risques qu'elle voyait déjà se former sous l'optimisme de Patrick. Mais chaque fois qu'elle parlait, son expression se crispait légèrement, comme si ses mots interrompaient une mise en scène. « Tu t'inquiètes trop », lui dit-il un jour avec un sourire mince. « Laisse les affaires à moi. » C'était dit légèrement. Le poids, lui, était réel. Emmanuel apprit qu'en se taire. Elle apprit aussi autre chose,
Le succès avait rendu Patrick imprudent. Il faisait davantage confiance à son instinct qu'aux données. Il se développait plus vite que ne le permettaient les flux de trésorerie. Il signait des contrats qui supposaient une croissance constante, sans pause. Quand Patrick évoqua le besoin de capitaux supplémentaires pour ouvrir un nouvel entrepôt, Emmanuelle écouta attentivement. « Combien » demanda-t-elle. Patrick donna un chiffre qui la fit hésiter. « Ambitieux. Dangereux. On trouvera, » ajouta-t-il rapidement. « Il y a des investisseurs intéressés. Les gens voient le potentiel. » Emmanuelle acquiesça. Cette nuit-là, pendant que Patrick dormait, elle s'assit au petit bureau de la chambre d'amis et ouvrit son ordinateur portable. Elle examina la trajectoire financière de Patrick avec une précision clinique. Les marges s'amincissaient. L'exposition au risque s'élargissait. Un retard, un changement de marché, un contrat raté, et toute la structure se fissurerait. Elle passa 3 appels. Pas à Patrick. Pas en son propre nom. En quelques semaines, Patrick reçut la confirmation d'un investissement majeur, acheminé par un consortium de fonds avec lesquels il n'avait jamais travaillé auparavant. Les conditions étaient strictes mais justes, les taux d'intérêt gérables, l'anonymat total. Patrick célébra comme un conquérant. « Tu vois » dit-il en arpentant le salon, téléphone collé à l'oreille. « Il croit en moi. » Emmanuelle observait depuis l'embrasure de la porte, les mains posées sur son ventre. Elle ne dit rien. Elle avait appris depuis longtemps que laisser les hommes croire à leur propre mythe était parfois la voie la plus sûre. Avec ce nouveau financement vinrent de nouvelles habitudes. Patrick passa encore moins de temps à la maison. Les dîners d'affaires se transformèrent en nuits tardives. Les réunions débordèrent sur les week-ends. Quand Emmanuelle lui demandait où il était passé, il répondait par de l'irritation plutôt que par des explications. « Je construis quelque chose ici », lança-t-il un jour sèchement. Tout le monde n'a pas le luxe de rester à la maison. Le mot la blessa plus qu'il ne l'imaginait point. Emmanuelle avait renoncé à sa propre vie professionnelle pour soutenir celle de Patrick. Elle était devenue invisible afin que son ambition puisse briller sans interruption. Cette invisibilité commença à lui sembler intentionnelle. La grossesse rendait tout plus lourd. Le corps d'Emmanuelle se fatiguait plus facilement. Ses mouvements ralentissaient. Patrick le remarquait, mais sans inquiétude. « Tu devrais essayer de rester active », dit-il en levant à peine les yeux de son téléphone. La grossesse n'est pas une maladie. Elle ne discuta pas. Elle s'adapta. Elle se reposait quand elle le pouvait. Elle apprit à supporter l'inconfort sans se plaindre. Patrick commença à critiquer de petites choses. La nourriture, la maison, son silence. « Tu es toujours si silencieuse ces derniers temps », dit-il un soir. « C'est dérangeant. » Emmanuelle faillit rire. Silencieuse. Cela ne l'avait jamais dérangée auparavant. Au contraire, cela lui avait bien servi. La première fois qu'Emmanuelle entendit le nom de Nadia Mbeki, se fut glissé négligemment dans une conversation, comme un détail sans importance. « C'est une consultante », dit Patrick en se servant un verre. « Très brillante. Elle apporte des idées nouvelles. » Emmanuelle hocha la tête. Les consultants allaient et venaient, mais Nadia, elle, ne repartit pas. Son influence s'installa lentement. Patrick commença à répéter des phrases qu'Emmanuelle ne lui avait jamais entendu utiliser. Il s'habillait différemment, sentait différemment. Il se mit à critiquer l'apparence d'Emmanuelle avec une cruauté désinvolte. « Tu ne fais plus d'efforts », remarqua-t-il un matin en ajustant ses boutons de manchette. Les gens remarquent ce genre de choses. Emmanuelle baissa les yeux vers son ventre arrondi et se demanda quel effort il attendait d'une femme portant son enfant. Lorsqu'elle lui demanda directement une fois s'il y avait quelqu'un d'autre, Patrick éclata de rire. « Tu es parano » dit-il. « Les hormones de la grossesse. » Le rejet était presque doux. Il rendait la vérité encore plus lourde. Emmanuelle cessa de poser des questions. Elle se concentra sur le pratique. Elle s'assura discrètement que ses documents personnels étaient en sécurité. Elle transféra de petites sommes d'argent sur des comptes que Patrick ne surveillait pas. Elle garda son nom loin de tout ce qu'il touchait. La nuit, lorsque la maison était silencieuse, elle parlait doucement à l'enfant en elle. Elle promettait la sécurité. Elle promettait la stabilité. Elle promettait que le silence ne serait pas la fin de l'histoire. Patrick prit son calme pour de la soumission. Il commença à lui parler comme si elle était un accessoire de sa vie plutôt qu'une participante. Il se plaignait ouvertement du stress,
des attentes, des gens qui ne comprenaient pas sa vision. Un soir, il rentra tard, imprégné d'un parfum qui n'était pas le sien. Il ne chercha même pas à le cacher. « Il faut qu'on parle », dit-il en s'asseyant en face d'elle sans la regarder. Emmanuel attendit. « Des changements arrivent », poursuivit Patrick. « Des changements importants. J'ai besoin de concentration, de soutien, pas de distraction. » Le mot tomba entre eux comme un verdict. Emmanuel hocha une fois la tête. Son silence le déstabilisa plus que la colère ne l'aurait jamais fait. Ce que Patrick ne voyait pas, ce qu'il n'avait jamais pris la peine de chercher, c'était la précision silencieuse avec laquelle Emmanuel se préparait. Elle avait appris depuis longtemps que le contrôle ne s'annonçait pas toujours. Parfois, il attendait. Parfois, il comptait. Parfois, il laissait les autres croire qu'il gagnait. Et lorsque Patrick parlait de propriété, de pouvoir, d'autorité, il ne remit jamais en question les fondations sous ses pieds. Elles étaient déjà en train de bouger. La grossesse transforma d'abord le corps d'Emmanuel Kabila, puis tout le reste. Au début, elle portait la nouvelle avec précaution, comme une vérité fragile qui pouvait se briser si elle était dite trop fort. Elle attendit le bon moment pour l'annoncer à Patrick, après le dîner, après une bonne journée de travail, après quelque chose de petit et d'espoir qui pourrait l'adoucir. Quand elle le fit enfin, sa réaction fut polie, mesurée et distante. « C'est bien », dit-il après une pause trop longue. « On s'organisera. » Il l'embrassa sur la joue par habitude, non par joie. Emmanuel se dit que les hommes géraient les choses différemment. Que la responsabilité pouvait parfois ressembler à de la retenue. Que l'amour n'arrivait pas toujours avec des feux d'artifice. On lui avait appris la patience très tôt, et elle l'appliquait maintenant avec discipline. Mais la patience ne ralentit pas le changement qui suivit. À mesure que son ventre grossissait, la présence de Patrick diminuait. Il cessait de demander des nouvelles des visites médicales. Il se plaignait lorsqu'elle se reposait trop longtemps. Il fronçait les sourcils devant les factures médicales, alors qu'il n'hésitait jamais à changer de voiture ou à réserver des dîners coûteux. « Tu t'inquiètes trop », disait-il chaque fois qu'elle mentionnait la fatigue. « Ma mère a travaillé pendant toutes ses grossesses. » Emmanuel hocha la tête, bien qu'elle ne sût presque rien de la mère de Patrick, si ce n'est qu'elle avait enduré les difficultés en silence et était morte en croyant que c'était son devoir. La maison commença à lui sembler étrangère. Patrick réorganisa les pièces sans demander. Il remplaça des meubles qu'Emmanuel avait choisis. Il transforma la chambre d'Amy en bureau, lui disant que le bébé n'aurait pas besoin de beaucoup d'espace au début. « De toute façon, ajouta-t-il légèrement, tu seras avec l'enfant la plupart du temps. Tu n'as pas besoin de grand-chose. » Les mots n'étaient pas criés. Il n'en avait pas besoin. Emmanuel remarqua que le téléphone de Patrick ne quittait plus sa main. Les messages qui arrivaient tard le soir, accompagnés de sourires qui disparaissaient lorsqu'elle entrait dans la pièce. Les appels pris sur le balcon, voix basse, dos tourné. Elle remarqua son souci soudain pour les vêtements, le parfum, l'apparence, le regard des autres. Elle remarqua tout. La confirmation arriva un après-midi où Patrick s'oublia. Emmanuel était allé seul à l'hôpital pour un contrôle de routine. Le médecin parla doucement de tension artérielle, de stress, de l'importance du repos. Emmanuel écouta, hocha la tête et repartit avec une lourdeur silencieuse dans la poitrine. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta au bureau de Patrick pour lui faire une surprise. Un petit geste, quelque chose qui, elle l'espérait, lui rappellerait qu'ils étaient encore liés, encore partenaires d'une certaine manière. Elle n'atteignit jamais sa porte. Depuis le couloir, elle entendit sa voix, plus légère qu'elle ne l'avait entendue depuis des mois. Chaleureuse. Rieuse. « Tu es impossible, dit-il avec tendresse. Un rire de femme lui répondit, assuré, sans excuse. Emmanuel resta figé, une main posée contre le mur pour garder l'équilibre. Elle n'avait pas besoin de voir davantage. Le ton lui disait tout ce qu'elle devait savoir. Elle se retourna et sortit lentement. Chaque pas était mesuré, délibéré, contrôlé. Aucune larme ne vint. Le choc passa rapidement. Ce qui s'installa à sa place fut quelque chose de plus froid et de plus clair. Ce soir-là, Patrick rentra encore tard. Il ne remarqua pas le regard silencieux d'Emmanuel tandis qu'il se déplaçait dans la maison. Il parla de la circulation, des réunions, de la fatigue. Elle le laissa parler. Les jours suivants confirmèrent la vérité avec une constance cruelle. Patrick devint plus audacieux,
moins prudent. Il cessa de faire semblant d'être présent. Il commença à critiquer Emmanuel ouvertement. Son humeur, son silence, son corps. « Tu as changé » lui dit-il un soir. « Tu n'es plus la femme que j'ai épousée. » Emmanuel le regarda, puis le regarda vraiment. « Et toi, qui es-tu » demanda-t-elle doucement. Patrick ricana, comme si la question elle-même était offensante. Peu après, il cessa complètement de rentrer certaines nuits. La grossesse avançait, tout comme la vulnérabilité d'Emmanuel. Son dos lui faisait mal, ses pieds enflaient. Le sommeil venait par fragments. Malgré tout, elle gérait la maison, préparait les repas, maintenait tout en ordre, non pas parce que Patrick le méritait, mais parce qu'elle avait besoin de stabilité pour elle-même et pour l'enfant. C'est Patrick qui finit par briser la façade. Un soir, il rentra tôt et il n'était pas seul. Nadia et Becky entrèrent dans la maison comme si elle leur appartenait. Nadia était grande, élégante, sa confiance serrée autour d'elle comme une armure. Elle observa Emmanuel sans gêne, son regard s'attardant brièvement sur la courbe de son ventre avant de se relever. « Voici Nadia » dit Patrick comme s'il présentait une collègue. « Elle va travailler de près avec moi. » Nadia sourit. Ce n'était pas un sourire bienveillant. « Enchantée de vous rencontrer enfin » dit-elle en tendant la main. « Patrick parle beaucoup de vous. » Le mensonge resta suspendu entre elles, poli et délibéré. Emmanuel serra doucement la main de Nadia. « Bienvenue » dit-elle. Patrick sembla soulagé par l'absence de confrontation. Il prit le calme pour de l'acceptation. Nadia, elle, ne s'y trompa pas. À partir de ce jour, les limites se dissipèrent rapidement. Nadia apparut au petit déjeuner, au dîner, lors de réunions organisées à la maison. Elle commentait la décoration, les repas, les vêtements d'Emmanuel. « Tu devrais te reposer davantage » dit-elle un jour, allongée confortablement sur le canapé. Le stress n'est pas bon pour le bébé. La sollicitude semblait répétée. Patrick ne la corrigea jamais. Il ne défendit jamais la place d'Emmanuel en tant qu'épouse. Il ne reconnut jamais le déséquilibre qui se déroulait sous ses yeux. Il se contenta de le regarder se produire et de le permettre. Emmanuel se sentit effacé par petites touches calculées. Ses opinions étaient ignorées, sa présence tolérée, son travail attendu. Elle devint une commodité, pas une partenaire. Pourtant, elle ne réagit pas. En elle, quelque chose se stabilisa. Elle avait déjà vu ce schéma dans la vie des femmes qui empruntaient à la coopérative de microfinance. Celles qui faisaient confiance à des hommes promettant la sécurité et livrant le contrôle. Elle les avait vues se briser, paniquer, supplier. Elle avait appris de leurs erreurs. La nuit, seule dans la chambre qui ne lui semblait plus appartenir, Emmanuel posait une main sur son ventre et respirait lentement. Elle repensait aux mots de sa mère. Le silence n'est pas une reddition. La patience n'est pas l'ignorance. Patrick et Nadia croyaient que la grossesse l'avait affaibli. Ils croyaient que l'épuisement avait émoussé son jugement. Ils croyaient que la dépendance l'avait privé de tout levier. Ils avaient tort. L'enfant qui grandissait en elle n'était pas un fardeau. C'était une échéance. Nadia Becky ne s'installa pas d'un coup. Elle s'infiltra dans la maison comme l'humidité silencieusement, obstinément, jusqu'à ce que l'air lui-même devienne plus lourd. Au début, ce furent de petites choses. Un sac à main posé sur la table à manger, des chaussures près de la porte comme si elles y avaient leur place, un flacon de parfum sur le lavabo qu'Emmanuel ne possédait pas. Patrick ne donna jamais d'explication. Il n'en avait pas besoin. Chaque objet annonçait la présence de Nadia avec une assurance que les mots n'avaient plus besoin de porter. « Elle sera plus souvent là », dit Patrick un matin, faisant défiler son téléphone pendant qu'Emmanuel versait le thé. « Nous travaillons étroitement sur un nouveau projet. » Nadia sourit depuis le canapé, les jambes déjà croisées, parfaitement à l'aise. « J'espère que ce n'est pas un problème », ajouta-t-elle d'une voix douce. « Je déteste les situations gênantes. » Emmanuel soutint son regard calmement. « Non, dit-elle. Ça ne l'est pas. » Patrick expira, soulagé. Il confondit la retenue avec l'accord. Ce qui suivit fut une érosion soigneuse des limites. Nadia commença à donner son avis sur les repas, sur les horaires, sur la façon dont Emmanuel devait désormais gérer son temps puisqu'elle ne travaillait plus. Chaque suggestion était enveloppée d'une fausse sollicitude, délivrée avec l'aisance maîtrisée de quelqu'un habitué à être obéi. « Tu as l'air fatigué »
remarqua Nadia un après-midi alors qu'Emmanuel pliait le linge. Tu devrais peut-être ralentir. Patrick leva brièvement les yeux. Elle va bien, dit-il, sur un ton qui suggérait davantage l'impatience que le réconfort. Puis il se tourna vers Emmanuel. Tu peux nous apporter de l'eau? Ce fut la première demande. Ce ne serait pas la dernière. Emmanuel n'hésita pas. Elle apporta l'eau, posa les verres avec soin sur la table et retourna à son travail. Nadia l'observait avec intérêt, comme on observe un système pour comprendre jusqu'où il peut être poussé. Au fil des jours, les demandes devinrent des instructions. Tu peux réchauffer ça? Tu peux nettoyer ici? Tu devrais organiser le garde-manger. C'est en désordre. Patrick ne corrigea jamais Nadia. Au contraire, il commença à reprendre son ton, adoptant la même autorité désinvolte. La maison s'adapta autour d'eux, se remodelant pour refléter une nouvelle hiérarchie. À la fin de la semaine, Nadia s'était installée. Pas officiellement. Il n'y eut aucune annonce, aucune conversation. Sa valise apparut simplement un soir dans la chambre d'amis, et Patrick ne fit rien pour l'en retirer. Quand Emmanuel le regarda, interrogative, il évita son regard. C'est temporaire, dit-il. Ne complique pas les choses. Temporaire devint routine. Nadia se levait tôt et attendait le petit déjeuner. Elle critiquait la cuisine d'Emmanuel sans retenue, repoussant les assiettes, commentant l'assaisonnement ou la présentation. Tu utilises trop de sel, dit-elle un jour en grimaçant. Tu as toujours cuisiné comme ça. Patrick rit doucement, comme si c'était inoffensif. Elle veut dire du bien, dit-il. Emmanuel avala l'humiliation et débarrassa les assiettes. Elle se rappela de respirer lentement. Le stress n'était pas bon pour le bébé. Avec les jours, l'autorité de Nadia s'étendit. Elle réorganisa les meubles. Elle écarta les préférences d'Emmanuel. Elle lui parlait comme à du personnel, non comme à la femme dont le nom était encore légalement lié à celui de Patrick. Un après-midi, Nadia était assise à la table de la salle à manger, en train de consulter des documents, tandis qu'Emmanuel attendait debout. « Tu peux repasser cette robe pour moi ?» dit Nadia en la lui tendant sans lever les yeux. « J'en ai besoin ce soir. » Emmanuel hésita une demi-seconde. Patrick le remarqua. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il sèchement. « Rien, » répondit Emmanuel. Elle prit la robe et s'éloigna dans l'intimité de la buanderie. Elle repassa le tissu avec soin, les mains stables malgré le tremblement dans sa poitrine. Chaque geste semblait délibéré, contrôlé, comme si elle préservait quelque chose de fragile en elle. Plus tard dans la soirée, Nadia apparut impeccablement vêtue. « Beaucoup mieux, » dit-elle en s'examinant dans le miroir. « Tu es utile. » Patrick sourit. « Tu vois, » dit-il à Emmanuel. « Chacun a un rôle. » Ces mots s'ancrèrent dans les os d'Emmanuel. Sa grossesse avançait, et avec elle la fatigue physique. Rester debout longtemps devenait difficile. Son dos la brûlait. Ses pieds gonflaient au point que ses chaussures n'étaient plus confortables. Aucune indulgence ne fut accordée. Nadia semblait remarquer l'inconfort et l'exploiter. « Puisque tu es à la maison toute la journée, » dit-elle un matin, « tu peux t'occuper de la maison. Moi, je suis occupé. » Patrick acquiesça. C'est logique. À ce stade, Emmanuel avait appris à ne pas argumenter. Elle conservait son énergie pour l'essentiel. Elle mesurait ses mouvements. Elle se reposait quand elle le pouvait. Elle endurait quand elle le devait. La nuit, seule dans la chambre que Patrick n'utilisait presque plus, Emmanuel restait éveillé, écoutant les voix à travers les murs. Patrick et Nadia parlaient, riaient, planifiaient. Elle ressentait la douleur de la trahison, vive et persistante. Mais elle refusait de s'y abandonner. La douleur, elle le savait, pouvait être utilisée ou gaspillée. Le tournant arriva sans bruit. Un après-midi, Emmanuel peinait à monter un panier de linge à l'étage quand le vertige la submergea. Elle s'arrêta, s'agrippant à la rampe, respirant lentement jusqu'à ce que le monde se stabilise. Nadia apparut en haut de l'escalier. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, l'irritation évidente. « Ces vêtements doivent être prêts avant ce soir. »« J'ai besoin d'un moment, » dit Emmanuel, la voix maîtrisée. « Je ne me sens pas bien. » Nadia fronça les sourcils. « La grossesse n'est pas une excuse, » dit-elle froidement. « Les femmes font ça depuis des siècles. » Patrick passa à ce moment-là.
Il entendit l'échange. Il ne s'arrêta pas. Elle va gérer, dit-il avec désinvolture. Quelque chose se déplaça en Emmanuel, non pas une rupture, mais un resserrement. Une clarté nette et incontestable s'installa en elle. Cette nuit-là, elle prit une décision. Le lendemain matin, Nadia annonça des changements. « J'ai besoin de la chambre d'amis », dit-elle tranquillement au petit déjeuner. Elle est plus proche du bureau de Patrick. Tu peux prendre la petite pièce près de la cuisine. Patrick hocha la tête sans hésiter. C'est pratique. Emmanuel ne dit rien. La petite pièce n'était guère plus qu'un débarras. Pas de vrai lit, une mauvaise ventilation, une seule fenêtre qui s'ouvrait à peine. Quand Emmanuel y posa ses quelques affaires, la réalité de sa rétrogradation devint indéniable. Elle n'était plus une épouse dans cette maison. Elle était une servante. Nadia ne cacha pas sa satisfaction. « Tu trouveras plus facile d'être utile d'ici », dit-elle en regardant autour de l'espace exigu. Moins de distractions. Patrick ne visita jamais la pièce. Cette nuit-là, allongé sur le matelas étroit, le corps douloureux, l'enfant bougeant en elle, Emmanuel ferma les yeux et respira profondément. La peur pressait, mais elle ne gagna pas. Car sous l'épuisement, sous l'humiliation, autre chose grandissait, la détermination. Patrick et Nadia pensaient lui avoir retiré sa position, sa voix, son pouvoir. Ils croyaient le contrôle total parce que l'obéissance avait été imposée. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'était ceci. Emmanuel avait déjà survécu à pire que la servitude. Elle avait survécu à l'invisibilité, et elle avait appris à en faire un levier. Il lui avait pris son espace. Il lui avait pris son nom. Il lui avait pris sa dignité en public. Mais il ne lui avait pas pris son esprit. Il ne lui avait pas pris sa patience. Et il ne lui avait pas pris ce qu'il lui devait. La maison semblait désormais plus calme, plus ordonnée, plus docile. C'était le calme avant quelque chose d'irréversible. Au moment où Emmanuel Kabila fut relégué dans la pièce étroite près de la cuisine, la maison ne faisait plus semblant de la reconnaître comme autre chose qu'une main-d'œuvre. La pièce sentait faiblement les produits ménagers et l'humidité. Le matelas était mince, posé à même le sol, ses ressorts chuchotant à chaque mouvement. La nuit, les bruits de la maison circulaient facilement. Pas au-dessus, rire dans le couloir, musique douce dans des pièces où elle n'entrait plus. Le sommeil venait par fragments, brisé par l'inconfort et la pression constante de l'enfant qui grandissait en elle. Chaque matin commençait de la même manière. Emmanuel se réveillait avant l'aube, veillant à ne pas déranger la maisonnée. Elle se levait lentement, reprenant son souffle jusqu'à ce que le vertige passe. La grossesse avait alourdi son corps, le rendant moins réactif, mais elle s'adaptait. Elle s'adaptait toujours. Elle nettoyait d'abord, sol, plan de travail, salle de bain. Elle frottait en silence, ses gestes précis, économes. Nadia préférait une maison impeccable et le faisait savoir par des regards appuyés et des remarques tranchantes. « Tu as raté un endroit », dit Nadia une fois en tapotant une surface polie avec son ongle. « Refais-le. » Emmanuel hocha la tête et recommença. Puis venait le petit déjeuner. Nadia aimait ses œufs baveux, mais pas coulants. Patrick aimait son café fort, ses toasts bien grillés. Si quelque chose n'allait pas, il ne se plaignait pas à voix haute. Il n'en avait pas besoin. Un soupir, un regard, un silence lourd d'attente suffisaient. Patrick parlait rarement directement à Emmanuel désormais. Quand il le faisait, c'était purement fonctionnel. Apporte les dossiers. Débarrasse la table. Assure-toi que le linge est prêt. Son ton ne portait aucune colère, seulement une certitude. Nadia, en revanche, parlait souvent. Elle commentait l'utilité d'Emmanuel, ses échecs, sa place. « Tu as de la chance », dit-elle un après-midi en regardant Emmanuel repasser sous la chaleur de la buanderie. « Certaines femmes sont jetées dehors sans rien. Au moins, toi, tu es encore là. » Emmanuel ne répondit pas. La grossesse rendait chaque tâche plus difficile. Rester debout longtemps déclenchait des douleurs le long de sa colonne vertébrale. Se pencher lui donnait le vertige. Porteur des charges sollicitait des muscles déjà trop étirés. Elle apprit à travailler malgré l'inconfort, à faire des pauses discrètes, à respirer lentement jusqu'à ce que le monde cesse de tanguer. Il y eut parfois de rares moments de calme, où la peur surgissait sans prévenir. Quand elle se demandait jusqu'où Patrick laisserait les choses aller, quand elle doutait que le silence protège réellement son enfant ou le mette en danger.
Ces moments passaient, car la peur exigeait une énergie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Un après-midi, alors qu'elle récurait le sol de la cuisine, Emmanuelle ressentit une douleur vive dans le bas-ventre. Elle se figea, la main posée sur son ventre, la respiration courte. La panique monta, brûlante, suffocante. Elle appela doucement. « Patrick ?» Aucune réponse. Le rire de Nadia flottait depuis le salon. Emmanuelle resta là, à genoux, respirant lentement, comptant les battements de son cœur jusqu'à ce que la douleur s'apaise. Quand elle passa, elle ne pleura pas. Elle se lava les mains, se releva avec précaution et termina le sol. Plus tard dans la soirée, Nadia remarqua son rythme ralenti. « Tu deviens paresseuse », lança-t-elle. « N'utilise pas le bébé comme excuse. » Patrick leva brièvement les yeux de son téléphone. « Si tu es mal, gère-le discrètement, dit-il. Nous avons des invités ce soir. » Les invités arrivèrent vêtus de richesse et de confiance. Ils remarquèrent à peine Emmanuelle tandis qu'elle se déplaçait parmi eux, servant les boissons, débarrassant les assiettes. Certains la prirent pour de l'aide engagée. D'autres ne se donnèrent même pas la peine de se poser la question. Nadia se présenta fièrement comme la partenaire de Patrick, professionnellement et autrement. Patrick souriait à ses côtés, détendu, sûr de lui. Emmanuelle observait depuis la périphérie de la pièce, les mains posées de manière protectrice sur son ventre. Elle nota chaque interaction, chaque promesse faite par Patrick, chaque chiffre mentionné négligemment autour d'un verre de vin. Quand les invités partirent, Nadia congédia Emmanuelle d'un simple geste de la main. « Tu peux dormir, » dit-elle. « Demain, on sera occupé. » Dans la petite pièce, Emmanuelle resta éveillée longtemps après que la maison se fut apaisée. Elle posa ses deux mains sur son ventre et murmura doucement, des mots destinés uniquement à l'enfant. « Nous sommes en sécurité, » chuchota-t-elle. « Je te le promets. » Elle le croyait. Non parce que sa situation suggérait la sécurité, mais parce qu'elle avait planifié ce moment bien avant qu'il n'arrive. Le lendemain apporta une nouvelle humiliation. Nadia avait décidé d'organiser un petit déjeuner. Elle tendit à Emmanuelle une liste de tâches sans la regarder. « Fais tout toi-même, » dit-elle. « Je ne veux pas d'étrangers. » Emmanuelle travailla du matin jusqu'à l'après-midi sans repos. Lorsque les invités arrivèrent, ses pieds pulsaient de douleur et sa vision se troublait. Elle se força à se tenir droite, à se déplacer avec précaution, à garder le contrôle. Pendant le repas, l'une des invitées désigna Emmanuelle d'un geste. « C'est de la famille ?» demanda-t-elle avec légèreté. Nadia sourit. « Elle aide à la maison. » Patrick ne dit rien. Le mot pesa lourdement. Cette nuit-là, on dit à Emmanuelle de dormir dans la cuisine. « La petite pièce près du garde-manger est nécessaire pour le rangement », expliqua Nadia. Patrick approuva sans hésiter. Emmanuelle plia soigneusement sa couverture et la posa sur le sol près de la porte arrière. Les carreaux étaient froids, l'air rare. Elle s'allongea lentement, prenant soin de ne pas forcer son corps. Allongée là, fixant le plafond sombre, quelque chose se durcit en elle. Elle ne se contentait plus d'endurer. Elle consignait. Chaque insulte, chaque ordre, chaque décision prise sans son consentement. Chacun devenait un repère, un enregistrement qu'elle portait en silence. Le lendemain matin, Patrick partit au travail. Nadia dormit tard. La maison était calme. Emmanuelle saisit l'occasion pour passer un appel. Elle sortit, s'adossa au mur, le téléphone collé à l'oreille. « C'est le moment », dit-elle doucement. À l'autre bout du fil, Tabo et Cosy écoutèrent sans l'interrompre. « Nous avancerons avec prudence, » répondit-il. « Rien ne bougera tant que tu ne l'auras pas décidé. » Emmanuelle raccrocha et resta immobile un instant, laissant le poids de ce qu'elle venait d'amorcer s'installer dans sa poitrine. Il n'y avait pas de peur, seulement de la détermination. Lorsqu'elle rentra, Nadia était réveillée. « Tu es en retard », lança-t-elle sèchement. « Nettoie le salon. » Emmanuelle hocha la tête et prit le chiffon. Elle travailla avec régularité, avec intention. Nadia l'observait, satisfaite, confondant obéissance et défaite. Patrick rentra ce soir-là irrité, se plaignant de la trésorerie, de la pression des investisseurs, de la façon dont tout le monde attendait quelque chose de lui. Emmanuelle écoutait en servant le dîner. « Plus rien n'est simple, » marmonna Patrick. « Les gens ne comprennent pas ce que je porte. »
Emmanuelle croisa brièvement son regard. « Je comprends, dit-elle calmement. Patrick ricana. « Tu ne pourrais pas. » Il n'avait aucune idée à quel point ses paroles étaient vraies. Au fil des jours, le rôle d'Emmanuelle se figea. Elle cuisinait. Elle nettoyait. Elle servait. Elle dormait sur des sols froids et des surfaces dures. Son corps en payait le prix, mais son esprit restait intact. Car dans le silence, elle déplaçait déjà les pièces. Patrick et Nadia pensaient avoir réécrit les règles de la maison. Ils croyaient que le pouvoir venait de l'ordre et de l'obéissance. Ils ne voyaient pas la différence entre le silence et la reddition. Emmanuelle, elle, la voyait. Et à chaque tâche, chaque ordre exécuté sans protestation, l'écart entre ce qu'ils croyaient et la réalité s'élargissait. Bientôt, cet écart deviendrait impossible à ignorer. Si Patrick Kabila avait su à quel point Emmanuelle observait attentivement, il aurait peut-être été plus prudent. Si Nadia Ambeki avait compris la différence entre le silence et l'ignorance, elle aurait peut-être choisi une cruauté différente. Mais aucun des deux ne le fit. Il croyait que l'obéissance silencieuse d'Emmanuelle signifiait qu'elle avait accepté sa place. Il croyait que l'épuisement avait émoussé son intelligence. Il croyait que la peur avait effacé la force qu'elle possédait autrefois. Cette croyance devint leur erreur la plus coûteuse. Les journées d'Emmanuelle suivirent un schéma rigide. Travail, silence, sommeil, recommencer. Aux yeux extérieurs, rien ne suggérait une stratégie. Mais sous la routine, son esprit restait vif, suivant chiffres, échéances et conséquences avec la même discipline qu'elle appliquait autrefois au bilan financier. Elle écoutait attentivement chaque fois que Patrick parlait au téléphone. « Donnez-moi 2 semaines, disait-il un soir en faisant les 100 pas dans le salon. Le financement arrive. Emmanuelle s'arrêta dans l'embrasure de la porte, chiffon en main, tête légèrement baissée. Elle semblait absorbée par sa tâche. À l'autre bout du fil, la frustration crépitait. Patrick baissa la voix. « Oui, je sais ce que dit le contrat. Non, nous ne sommes pas encore en défaut. J'ai juste besoin de temps. » Du temps. Ce mot le suivait partout désormais. L'investissement que Patrick avait célébré quelques mois plus tôt, celui dont il se vantait encore, était devenu un poids autour de son cou. Le calendrier de remboursement était impitoyable. Les marges qu'il avait ignorées se resserraient. La trésorerie, autrefois généreuse, se tarissait plus vite qu'il ne l'avait anticipé. Emmanuelle savait pourquoi. Elle avait structuré les termes elle-même non pas avec cruauté, ni avec tromperie, mais avec précision. Les fonds acheminés par le consortium de microfinance étaient conçus pour récompenser la discipline et punir l'arrogance. Le remboursement anticipé apportait des avantages. Le retard entraînait des conséquences. Patrick, aveuglé par sa confiance, avait choisi la vitesse plutôt que la prudence à chaque étape. Il s'était développé trop vite. Il avait trop promis. Il avait sous-estimé les risques. Et désormais, la dette respirait dans son cou. Patrick recommença à ramener le travail à la maison. Les papiers envahirent la table de la salle à manger. Les appels s'étiraient tard dans la nuit. Son irritation devenait plus vive, plus instable. Rien ne se passe jamais comme prévu, se plaignit-il un soir en repoussant son assiette. Tout le monde veut quelque chose. Nadia leva les yeux au ciel. C'est le business, dit-elle. Tu ne peux pas leur montrer de faiblesse. Patrick hocha la tête, reconnaissant pour cette validation. Il ne remarqua pas Emmanuelle qui débarrassait la table en silence, le visage indéchiffrable. Nadia, sentant la tension, resserra son emprise sur la maison. Elle devint plus exigeante, plus autoritaire, comme si exercer son pouvoir sur Emmanuelle pouvait compenser l'instabilité que Patrick refusait de reconnaître. « Tu es trop lente », claqua-t-elle un matin. « J'ai demandé ça il y a 1 heure. » Emmanuelle s'excusa doucement et continua de travailler. Intérieurement, elle comptait les jours. Sa grossesse entrait dans ses derniers mois. Les mouvements de l'enfant étaient plus forts désormais, des rappels nets de ce qu'elle protégeait. Elle ajustait sa posture avec soin, attentive à la douleur, veillant à ne pas attirer l'attention sur ses limites physiques. La nuit, quand la maison était silencieuse, Emmanuelle passait en revue les chiffres dans sa tête. Elle se souvenait de réunions lointaines, de contrats signés sous des lumières fluorescentes, de clauses que Patrick n'avait jamais pris la peine de lire entièrement. Elle se souvenait précisément de celles qui déclencheraient les conséquences si les paiements étaient retardés au-delà d'un certain seuil. Ce seuil approchait.
Le premier signe prit la forme d'une lettre. Patrick l'ouvrit à la table du petit déjeuner, son visage se crispant à mesure qu'il lisait. Nadia se pencha par-dessus son épaule. « Qu'est-ce que c'est ?»« Rien, » répondit Patrick rapidement en pliant le papier. « Juste une formalité. » Mais sa main trembla légèrement lorsqu'il le glissa dans sa poche. Emmanuel le remarqua. Le deuxième signe arriva quelques jours plus tard, quand Patrick rentra plus tôt que d'habitude. Sa confiance s'était fissurée visiblement. « Ils me mettent la pression », admit-il en marchant de long en large. Nadia fronça les sourcils. « Qui ? Les investisseurs ?» Il hocha la tête. « Ils veulent des garanties. » Emmanuel lui servit un verre d'eau sans commentaire. Patrick but rapidement, puis la regarda avec irritation. « Qu'est-ce que tu regardes ?»« Rien, » répondit-elle calmement. Nadia ricana. Elle ne comprendrait pas. Patrick se détourna, acceptant le confort de cette supposition. Le troisième signe fut le désespoir. Patrick passa des appels tard dans la nuit, la voix basse, tendue. « J'ai besoin de flexibilité, » disait-il. « Vous connaissez mon potentiel. » La réponse n'était jamais celle qu'il espérait. Un soir, après avoir violemment reposé son téléphone, Patrick s'affaissa sur une chaise et se frotta le visage. « Ça n'a aucun sens, » murmura-t-il. « J'ai tout fait correctement. » Emmanuel se tenait non loin, pliant le linge en silence. Elle ne le corrigea pas. Il n'avait pas tout fait correctement. Il avait fait confiance au mauvais silence. L'ironie était presque insoutenable. Pendant que Patrick s'agitait, Emmanuel avançait avec précaution. Elle n'accéléra pas le processus. Elle n'interféra pas prématurément. Elle connaissait le danger d'agir trop tôt. Le pouvoir, une fois révélé, perdait son avantage. Elle voulait de la clarté. Elle voulait le bon moment. Elle voulait la justice, pas le chaos. Un après-midi, alors que Patrick et Nadia étaient sortis, Emmanuel reçut un message. Fenêtre de paiement sur le point de se fermer. Elle le lut 2 fois, puis posa le téléphone. Ce soir-là, Patrick rentra avec un sourire forcé. « Bonne nouvelle », annonça-t-il en desserrant sa cravate. « On pourrait obtenir un délai. » Nadia sourit, soulagée. « Je te l'avais dit, » dit-elle. « Ils ont besoin de toi. » Emmanuel ne dit rien. Elle savait que la demande de prolongation avait été enregistrée. Elle savait aussi qu'elle serait refusée. Non par malveillance, mais par conséquence. La maison devint tendue. Patrick s'en prit à un personnel qui n'existait plus. Il critiqua Emmanuel plus durement, comme si la blâme pouvait soulager la pression. « Tu devrais être reconnaissante, » lui dit-il un soir. « Sans moi, tu n'aurais rien. » Emmanuel soutint son regard avec calme. Nadia observa l'échange avec satisfaction. Ils pensaient renforcer leur domination. Ils avaient tort. L'échéance arriva sans bruit. Patrick reçut l'appel en plein milieu de l'après-midi. Emmanuel se trouvait non loin, en train de nettoyer le couloir. Elle entendit sa voix s'élever, la panique perçant le contrôle. « Non, ce n'est pas acceptable, » dit-il sèchement. « Vous ne pouvez pas faire ça. » Il y eut une pause, puis le silence. Patrick mit fin à l'appel et resta parfaitement immobile. Nadia s'approcha avec prudence. « Que s'est-il passé ?»« Ils exigent une action immédiate, » répondit Patrick, la voix creuse. « Une réunion. »« Quand ?»« Très bientôt. » Emmanuel baissa son chiffon et s'éloigna. Ce soir-là, tandis que Patrick et Nadia se disputaient derrière des portes closes, Emmanuel était allongé sur le sol froid près de la cuisine, les mains posées sur son ventre, les yeux fixés au plafond. Elle ressentait de la peur, oui, mais pas pour elle-même. Elle ne craignait qu'une chose, le retard. Car une fois le processus enclenché, il n'y aurait plus de place pour la clémence. Seulement la vérité, seulement l'exposition. Presque, murmura-t-elle doucement à l'enfant en elle. On y est presque. Patrick croyait être à court d'options. Nadia croyait que le contrôle pouvait encore être maintenu. Aucun des deux ne comprenait l'ampleur réelle de la dette qui se refermait sur eux. Elle n'était pas seulement financière. Elle était morale. Elle était personnelle. Et elle était déjà échue. L'invitation arriva déguisée en générosité. Nadia l'annonça au petit déjeuner, tapotant son téléphone avec satisfaction. « J'organise une petite réception ce soir, » dit-elle d'un ton léger. « Juste quelques amis,
des investisseurs, des gens qui comptent. Patrick leva les yeux, distrait. Ce soir? J'ai des appels. C'est bon pour toi, l'interrompit Nadia avec douceur. Tu dois être vu. Confiant. En contrôle. Patrick hocha la tête, déjà convaincu. Les apparences comptaient pour lui plus que le timing. Emmanuelle écoutait en silence, les mains stables tandis qu'elle débarrassait la table. Elle savait ce que cela signifiait. Ce genre de rassemblement n'avait rien à voir avec la convivialité. Il s'agissait de hiérarchie, de rappeler à chacun sa place. Dans l'après-midi, la maison se transforma. Des fleurs fraîches apparurent. De nouveaux verres remplacèrent les anciens. Nadia inspectait chaque recoin d'un œil acéré, donnant des instructions sans jamais regarder Emmanuelle. « Je veux que les sols brillent », dit-elle. Pas de traces de doigts, pas de poussière. Emmanuelle travailla méthodiquement. Son corps protestait par des douleurs sourdes, mais elle bougeait avec précaution, économisant son énergie. Elle avait appris quelles douleurs pouvaient être ignorées et lesquelles exigeaient du respect. À l'approche du soir, elle se changea pour une robe propre et modeste. Rien d'élégant. Rien qui attire l'attention. Nadia remarqua. « Ça ira », dit-elle avec dédain. « Tu serviras les boissons. Reste à l'écart. » Patrick ne fit aucun commentaire. Les invités arrivèrent par vagues, voix assurée, chaussures impeccables, rire facile. Ils remplirent le salon de parfums coûteux et d'un sentiment d'impunité. Nadia se déplaçait parmi eux comme une hôtesse aguerrie, sourire large, posture assurée. « Voici Patrick », dit-elle fièrement, la main posée de façon possessive sur son bras. « Mon partenaire. » Personne ne la corrigea. Emmanuelle entra avec un plateau de boissons. Les conversations s'interrompirent brièvement tandis que des regards se posaient sur elle, évaluateurs. Certains se détournaient aussitôt. D'autres s'attardaient juste assez longtemps pour la classer soigneusement, aide domestique. Elle est très efficace, remarqua Nadia avec désinvolture quand quelqu'un demanda qui était Emmanuelle. Et discrète. C'est rare de nos jours. Quelques rires s'élevèrent. Patrick esquissa un sourire tendu. Emmanuelle servit sans un mot. Chaque pas était mesuré. Elle gardait le regard baissé, non par honte, mais par concentration. Elle écoutait. Des chiffres surgissaient dans les conversations. Projet d'expansion, ligne de crédit, hypothèses énoncées avec une assurance négligente. Patrick se vantait plus qu'il ne le réalisait, tentant de se rassurer autant que son auditoire. Nadia versait le vin et riait au bon moment. Elle savourait la mise en scène, l'illusion du contrôle. La première humiliation délibérée arriva subtilement. Emmanuelle, appela Nadia à travers la pièce. Tu as oublié de bien polir les verres. Emmanuelle s'approcha, examina le verre, puis hocha la tête. Je m'en occupe, dit-elle doucement. Nadia sourit aux invités. La grossesse rend les gens distraits, ajouta-t-elle avec légèreté. Nouveau rire. Patrick bougea mal à l'aise, mais ne dit rien. Plus tard, alors qu'Emmanuelle se penchait pour ramasser des assiettes vides, le pied de Nadia s'avança nonchalamment, bloquant son passage. Emmanuelle s'arrêta, attendit, puis contourna l'obstacle avec précaution. Maladroite, commenta Nadia. Fais attention. Je ne veux pas d'accident. Patrick jeta un bref regard à Emmanuelle, une irritation fugace dans les yeux. Fais juste ton travail, dit-il. Ces mots frappèrent plus fort qu'un cri. Emmanuelle se redressa lentement. Elle sentit le poids de la pièce peser sur elle, les regards, le jugement, la complicité. Un instant, elle se demanda jusqu'où Nadia comptait aller. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Vers la fin de la soirée, alors que les voix montaient et que le vin coulait librement, Nadia se leva et fit teinter son verre. « Merci à tous d'être venus », dit-elle avec entrain. « Je crois qu'il faut célébrer le succès ouvertement. » Elle désigna Patrick, debout à ses côtés, les épaules droites. « Et bien sûr, » poursuivit Nadia, « rien de tout cela ne serait possible sans le soutien adéquat. » Son regard glissa vers Emmanuelle. « Emmanuelle, » dit-elle. « Approche. » La pièce se fit légèrement plus silencieuse. Emmanuelle s'avança, ses gestes prudents. Elle se tint devant eux, les mains croisées de façon protectrice sur son ventre. « Voilà à quoi ressemble la loyauté, » déclara Nadia en souriant. « Rester à sa place. Servir sans se plaindre. » Les mots étaient tranchants, calculés.
Quelqu'un rit. Une autre personne acquiesça. Patrick avala sa salive. Il n'intervint pas. Nadia leva son verre, et avec une négligence exagérée, le renversa. Le vin rouge se répandit, éclaboussant la robe d'Emmanuel, imbibant le tissu, dégoulinant sur le sol. « Oh » dit Nadia doucement. « Quel dommage !» La pièce se figea. Emmanuel baissa les yeux vers la tache qui s'étendait, puis releva lentement la tête. Son expression ne changea pas. Pas de larmes. Pas de colère. Juste l'immobilité. Nadia posa le verre vide. « Nettoie » dit-elle à voix basse, avant que ça ne tâche. Le silence s'étira. Emmanuel s'agenouilla. Le marbre était froid contre ses genoux. Elle attrapa un chiffon. Ses gestes étaient lents, précis. Chaque respiration était contrôlée. Elle sentit l'enfant bouger en elle, un rappel de ce qui comptait vraiment. Personne ne l'arrêta. Patrick détourna le regard. Nadia observait, satisfaite. En nettoyant le sol, Emmanuel prit conscience de quelque chose d'inattendu, une clarté absolue. L'humiliation, publique et totale, venait de balayer la dernière illusion. Il n'y aurait ici ni clémence, ni reconnaissance, ni excuse. Cela lui convenait. Car la clarté apportait la précision. Lorsqu'elle eut terminé, Emmanuel se releva lentement. La tache restait faiblement visible sur sa robe. Elle ne tenta pas de la cacher. Nadia la congédia d'un geste de la main. « Tu peux partir. » Emmanuel s'éloigna sans un mot. Dans la petite cuisine, elle s'appuya contre le plan de travail, respirant profondément jusqu'à ce que l'oppression dans sa poitrine s'atténue. Ses mains tremblaient non de honte, mais d'adrénaline. Elle ferma brièvement les yeux. C'était le moment. Pas la fin, mais le point de non-retour. Plus tard dans la nuit, après le départ des invités et lorsque la maison retrouva un calme inconfortable, Patrick s'approcha d'elle. « Tu m'as humilié ce soir, » dit-il sèchement. Emmanuel le regarda calmement. « J'ai fait ce qu'on m'a demandé, » répondit-elle. Patrick ouvrit la bouche, puis la referma. Il n'avait rien à répondre. Nadia apparut derrière lui, les bras croisés. « Ne complique pas les choses, » dit-elle. « Tu devrais être reconnaissante. » Emmanuel hocha la tête. « Pour une fois. »« Je le suis, » ajouta-t-elle doucement. Aucun d'eux ne comprit ce qu'elle voulait dire. Cette nuit-là, allongé sur le sol froid près de la cuisine, Emmanuel posa une main sur son ventre et murmura. « Ils nous ont montré qui ils sont. Maintenant, on avance. » L'humiliation avait accompli son œuvre non pas en la brisant, mais en effaçant le doute. À partir de ce moment, tout serait délibéré. Et lorsque la vérité émergerait enfin, ce serait dans une pièce où personne ne pourrait la balayer d'un rire. Le matin suivant, la réception arriva sans excuse. Emmanuel Kabila se réveilla avant l'aube sur le sol de la cuisine, le corps raide, le dos douloureux à cause des carreaux froids. Pendant quelques secondes, elle resta immobile, écoutant la maison respirer. Le bourdonnement lointain du réfrigérateur, le tic-tac discret d'une horloge murale, le rythme étouffé d'un monde qui continuait sans reconnaître ce qui s'était passé la veille. Sa robe, lavée et mise à sécher, portait encore une ombre rougeâtre. Elle se leva lentement, s'appuyant sur le plan de travail tandis que l'enfant en elle bougeait. Ce mouvement la recentra. Il lui rappela que l'endurance n'était plus seulement personnelle. Elle était générationnelle. Dans le salon, Patrick et Nadia étaient déjà éveillés. Nadia était assise à la table, absorbée par son téléphone, impeccablement vêtue, comme si l'humiliation était une chose qui n'arrivait qu'aux autres. Patrick se tenait près de la fenêtre, téléphone à l'oreille, la voix basse et tendue. « Je t'ai dit qu'on allait gérer ça, » disait-il. « Donne-moi juste du temps. » Emmanuel se déplaçait silencieusement, préparant le petit déjeuner. Personne ne la regardait. Personne n'en avait besoin. Le silence était devenu le langage le plus constant de la maison. Quand Patrick termina son appel, il expira brusquement. « Il continue de pousser, » marmonna-t-il. Nadia leva les yeux. « Tu t'inquiètes trop. La pression fait partie du succès. » Emmanuel posa une tasse de café sur la table et recula. Patrick ne la regarda pas. « Tu es en retard, » remarqua Nadia en jetant un œil à l'horloge. « J'aime que le petit déjeuner soit à l'heure. » Emmanuel hocha la tête. « Oui. » Ce mot était désormais léger. Il ne portait plus la soumission. Il portait la stratégie.
Après le petit déjeuner, Patrick partit travailler sans un mot d'adieu. Nadia se retira dans le salon, donnant des instructions par-dessus son épaule. Nettoie tout encore une fois. Nous avons reçu du monde. Emmanuelle travailla méthodiquement. Elle frotta, essuya, rangea. Chaque tâche accomplie avec soin, sans précipitation. Elle économisait son énergie, consciente de ses limites. Elle avait appris que se pousser trop loin invitait la faiblesse. À midi, la maison était silencieuse. Emmanuelle profita de ce calme. Elle sortit, téléphone en main, et marcha lentement jusqu'au fond de la propriété, là où les voix ne portaient pas. Le soleil était déjà haut, la chaleur pesant sur sa peau. Elle composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. Thabo et Cosy, répondit une voix calme. C'est moi, dit Emmanuelle doucement. Il y eut une pause, non pas d'hésitation, mais d'attention. J'attendais, répondit Thabo. Je suis prête, dit-elle. Mais je veux que ce soit fait proprement. Sans spectacle. Bien sûr, répondit-il. Nous procédons dans les règles. Emmanuelle ferma brièvement les yeux. L'humiliation s'aggrave, ajouta-t-elle. Publiquement. Je suis désolé, dit Thabo. Mais cela renforce ta position. Je sais, répondit Emmanuelle. C'est pour cela que j'ai attendu. Ils discutèrent des détails, des délais, des dépôts de dossiers, des notifications. Thabo parla avec précision, exposant des étapes qu'Emmanuelle comprenait déjà. Elle écouta, posa des questions de clarification, ajusta certains paramètres. Lorsque l'appel prit fin, Emmanuelle resta immobile un moment, laissant le poids de la décision s'installer. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Cet après-midi-là, Patrick rentra de façon inattendue, plus tôt que prévu. Son visage était tendu, ses gestes brusques. « Pourquoi n'as-tu pas répondu à ton téléphone » lança-t-il sèchement en voyant Emmanuelle dans le couloir. « Je ne l'ai pas entendu, » répondit-elle calmement. Il ricana. « Bien sûr. » Nadia apparut derrière lui, observant la tension avec intérêt. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-elle. Patrick passa une main dans ses cheveux. « Il convoque des réunions, dit-il. Des urgentes. » Nadia fronça les sourcils. « Ce n'est pas bon. » Emmanuelle observa l'échange en silence. Elle remarqua comment l'autorité de Patrick se rétrécissait sous la pression, comment la confiance de Nadia vacillait lorsque le contrôle devenait incertain. Ce soir-là, Patrick toucha à peine à son repas. Il faisait les 100 pas. Il consultait son téléphone sans cesse. Nadia tenta de le distraire, parlant d'apparence, de projets futurs, de la façon dont tout se stabiliserait une fois le prochain accord conclu. Patrick n'écoutait pas. Plus tard dans la nuit, après que Nadia fut allée se coucher, Patrick resta seul dans le salon, fixant le vide. Emmanuelle passa silencieusement avec du linge plié. Il l'arrêta. « Tu as été silencieuse, » dit-il. Elle soutint son regard. « Je le suis toujours. » Sa mâchoire se crispa. « Tu crois que tu vaux mieux que ça » lança-t-il soudain. « Mieux que nous. » Emmanuelle le considéra attentivement. « Non, » dit-elle. « Je pense que je suis responsable. » Patrick éclata d'un rire amer. « Responsable de quoi ? Tu ne fais rien. » Ces mots auraient blessé autrefois. Maintenant, il confirmait simplement ce qu'elle savait déjà. « Je fais assez, » répondit-elle doucement. Patrick la regarda s'éloigner, troublé par un calme qu'il ne savait pas interpréter. Les jours suivants se déroulèrent sous une pression croissante. Patrick reçut davantage d'appels, plus de courriels, plus d'avis. Il les dissimulait mal, sa frustration débordant dans ses interactions. La patience de Nadia s'amenuisait à mesure que la stabilité sur laquelle elle comptait se fissurait. « Tu avais dit que ça n'arriverait pas » lui lança-t-elle un soir. Patrick se retourna vivement. « J'ai dit que je m'en occuperais. »« Alors occupe-t'en » répliqua-t-elle. Leurs disputes devinrent plus fortes, plus tranchantes. Emmanuelle les entendait depuis sa place près de la cuisine, chaque mot renforçant sa détermination. Le 4e jour, un coursier arriva. Il remit à Patrick une enveloppe scellée et demanda une signature. Patrick hésita avant de signer, la main légèrement tremblante. Lorsque le coursier partit, Patrick ouvrit immédiatement l'enveloppe. Nadia se tenait près de lui. « Qu'est-ce que c'est » Patrick lut en silence, son visage se vidant de toute couleur. « Il me convoque » dit-il à voix basse. «
À une réunion formelle? Demanda Nadia. Bientôt, répondit-il. Très bientôt. Emmanuel se tenait dans l'embrasure de la porte, invisible. Elle regarda le monde de Patrick se contracter autour de lui. Elle vit la confiance de Nadia vaciller à mesure que la certitude lui échappait. Cette nuit-là, Emmanuel dormit assise, le dos contre le mur, les mains posées sur son ventre. Le sommeil fut léger, mais il vint. Elle rêva de la voix de sa mère, ferme et claire. Garde ce qui compte. Laisse le reste tomber. Au matin, Emmanuel se leva avec détermination. Elle prépara le petit déjeuner. Elle nettoya. Elle servit. Chaque geste était exécuté avec une précision silencieuse. Nadia la remarqua à peine. Patrick évitait son regard. Avant de partir au travail, Patrick s'arrêta à la porte. « Ne cause pas de problème », dit-il sans se retourner. Emmanuel hocha la tête. « Je n'en causerai pas. » C'était vrai mais pas de la manière dont il le comprenait. Lorsque la maison se vida, Emmanuel récupéra un dossier qu'elle avait soigneusement dissimulé sous son matelas. À l'intérieur se trouvaient des documents, des notes, des dates, non pas des preuves de cruauté, elle n'avait pas besoin de cela, mais des relevés de transactions, des chronologies de soutien, des fiches reliant le silence aux conséquences. Elle toucha le dossier une fois, puis le remit à sa place. Le moment n'était pas encore venu, mais il approchait. Alors que le soleil déclinait, Emmanuel se tint près de la fenêtre, observant la rue au-delà du domaine. Des gens passaient avec leurs courses, des enfants riaient, des vies se déroulaient sans avoir conscience du règlement de compte qui s'approchait de cette maison. Elle posa une main sur son ventre et inspira profondément. Bientôt, murmura-t-elle. Elle ne faisait plus qu'endurer. Elle se positionnait. Et lorsque la vérité se mettrait enfin en mouvement, elle le ferait d'abord silencieusement comme elle avant de tout changer. Le monde de Patrick Kabila ne s'effondra pas d'un seul coup. Il se fissura lentement, audiblement, d'une manière que lui seul percevait d'abord. Le matin suivant la convocation, il se réveilla avec un mal de tête pulsant derrière les yeux. La maison semblait différente. Trop silencieuse, trop attentive. Nadia faisait déjà les 100 pas dans le salon, le téléphone collé à l'oreille, la voix chargée d'irritation. « Non, je me fiche de ce qu'ils ont dit avant », lança-t-elle. « Ce qui m'importe, c'est maintenant. » Patrick se servit un café qu'il ne goûta pas. Il consulta encore son téléphone, actualisant ses courriels, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui changerait la forme de la journée. Rien ne changea. Emmanuel se déplaçait dans la cuisine sans attirer l'attention, préparant le petit déjeuner comme toujours. Patrick ne la remarqua que lorsqu'elle posa l'assiette devant lui. « Tu brûles le pain ?» dit-il brusquement. « C'est correct ?» répondit-elle calmement. Il repoussa quand même l'assiette. Ce petit geste de rejet l'apaisa un instant, un rappel qu'il restait encore des choses qu'il pouvait contrôler. Au bureau, le contrôle s'évapora. La salle de réunion était remplie de personnes que Patrick avait autrefois impressionnées. Investisseurs, conseillers, consultants. Aujourd'hui, il le regardait avec une retenue mesurée. Pas d'admiration. Pas de patience. Un homme assis en bout de table prit la parole en premier. « Nous avons besoin de clarté », dit-il. « Vos projections ne correspondent pas à vos performances actuelles. » Patrick se pencha en avant, les mains jointes. « Il y a eu un retard, » dit-il. « Temporaire. »« Les retards temporaires ne déclenchent pas de clause, » répondit l'homme. « Les schémas, oui. » Une autre voix s'ajouta. « Vous vous êtes étendu trop vite. » Patrick se hérissa. « La croissance exige du risque. »« Le risque exige de la responsabilité, » répliqua quelqu'un. Patrick sentit la chaleur monter dans sa poitrine. Il parla plus vite, plus fort, empilant la confiance sur l'incertitude, espérant que cela tienne. Ce ne fut pas le cas. Lorsque la réunion se termina, Patrick sortit avec la nette sensation que quelque chose d'irréversible venait d'être mis en marche. Il consulta encore son téléphone, composa un numéro qu'il évitait. Messagerie vocale. Il rentra chez lui plus tôt, claquant la porte plus fort que nécessaire. Nadia leva brusquement la tête. « Alors ?» demanda-t-elle. « Il resserre l'étau », dit Patrick en se passant une main dans les cheveux. « Il pose des questions. » Nadia fronça les sourcils. « Sur quoi ?»« Surtout, lança-t-il. Trésorerie, structure, propriété. » Le mot resta suspendu dans l'air plus longtemps que les autres.
Nadia croisa les bras. Tu m'avais dit que c'était solide. Ça l'est, insista Patrick. Ça a juste besoin de temps. Du temps que nous n'avons pas, répondit Nadia froidement. Emmanuel se tenait à proximité, essuyant le comptoir. Elle écoutait sans lever les yeux. Ce soir-là, Patrick arpentait la maison comme un animal en cage. Il se plaignait de la pression, des attentes, de la façon dont tout le monde voulait sa part de lui. Nadia écouta d'abord, puis perdit patience. « Tu dérapes, dit-elle. Ressaisis-toi. » Patrick se tourna vers elle. « Je porte tout sur mes épaules. » Les yeux de Nadia se plissèrent. « Et qu'est-ce que je suis censé faire, exactement ? » Sourire et faire semblant. La dispute s'envenima. Les voix montaient, les mots se faisaient plus tranchants. Emmanuel quitta la pièce en silence, la tension assez épaisse pour être goûtée. Plus tard dans la nuit, Patrick était assis seul dans le salon, fixant des documents étalés sur la table. Les chiffres se brouillaient. Des termes qu'il avait survolés des mois plus tôt lui sautaient maintenant aux yeux avec une clarté cruelle. Il saisit son téléphone et hésita avant de composer. L'appel aboutit après plusieurs sonneries. « J'ai besoin d'une faveur, » dit Patrick rapidement. Juste une courte prolongation. La voix à l'autre bout resta calme. Les demandes doivent suivre le protocole. S'il vous plaît, insista Patrick. Vous connaissez mon potentiel. Une pause. Les conditions sont claires. L'appel prit fin. Patrick abattit son téléphone, la poitrine haletante. Pour la première fois depuis des années, la panique perça sa certitude. Derrière lui, Emmanuel se tenait silencieusement. Vous devriez vous reposer, dit-elle doucement. Vous avez l'air mal en point. Patrick se retourna brusquement, surpris par sa présence. Ne me condescendez pas, cracha-t-il. Je ne le fais pas, répondit Emmanuel. J'observe. Patrick ricana. Vous ne comprendriez pas ce qui est en jeu. Emmanuel soutint son regard. Je comprends plus que vous ne le pensez. Il rit amèrement. Depuis le sol de la cuisine, l'insulte tomba mais elle ne blessa pas. Par expérience, dit Emmanuel doucement. Patrick se détourna, la congédiant. Il avait besoin d'être rassuré, pas de réfléchir. Les jours suivants, la pression monta sans relâche. Des courriels marqués urgents arrivèrent. Des appels restèrent sans réponse. Des réunions furent programmées sans lui. Le nom de Patrick, autrefois prononcé avec admiration, était désormais chargé de prudence. Nadia remarqua le changement. Les gens t'évitent, dit-elle un matin en le regardant consulter son téléphone à répétition. Ce n'est pas bon signe. Patrick ne répondit rien. Elle adoucit sa voix et s'approcha. Nous devons nous protéger. Le mot nous résonna étrangement dans la pièce. Qu'est-ce que tu veux dire ? Demanda Patrick. Nadia hésita. Je veux dire, une solution de secours. Patrick fronça les sourcils. Il n'y a pas de solution de secours. Ça va marcher. Nadia l'étudia, calculant. Pour la première fois depuis son entrée dans la maison, sa confiance vacilla. Cet après-midi-là, une seconde enveloppe arriva. Plus épaisse. Plus lourde. Patrick l'ouvrit lentement. Le langage était formel, impitoyable. Avis de défaut en attente d'examen. Ses mains tremblaient. Nadia lut par-dessus son épaule, le souffle coupé. Ça ne peut pas arriver. Patrick s'affaissa sur une chaise. Si. Le silence s'installa entre eux. Depuis le couloir, Emmanuel observait en silence. Elle nota l'instant précis où le déni céda la place à la peur subtile, un affaissement des épaules, une main passée sur le visage, mais indéniable. Cette nuit-là, Patrick ne mangea pas. Il ne dormit pas. Il resta assis, fixant l'obscurité, rejouant des décisions qu'il ne pouvait plus défaire. Aux premières heures du matin, Emmanuel s'approcha avec un verre d'eau. « Vous devriez vous hydrater, » dit-elle. Il le prit sans la regarder. « Pourquoi es-tu si calme ?» demanda-t-il soudain. Emmanuel réfléchit. « Parce que la panique trouble le jugement, » dit-elle. « Et je ne peux pas me le permettre. » Patrick rit faiblement. « Toi ?» Emmanuel ne répondit pas. Le lendemain, Patrick reçut un dernier appel. « Nous exigeons une réunion », dit la voix. « En personne ?» demanda Patrick. Bientôt, vint la réponse. Les détails suivront. Patrick mit fin à l'appel et fixa son téléphone, une angoisse profonde s'installant dans sa poitrine.
Nadia l'observait attentivement. Qui sont-ils? Demanda-t-elle. Ces gens qui tirent les ficelles. Patrick secoua la tête. Je ne sais pas. L'aveu sonnait comme une défaite. Emmanuelle l'entendit depuis l'embrasure de la porte. Elle retourna à la cuisine. À l'intérieur d'elle, son pas resta assuré. Une certitude silencieuse se solidifiait. La chute avait commencé. Patrick croyait que la réunion déterminerait son destin. Il ne comprenait pas encore que cette réunion n'était qu'un seuil. Et qu'au-delà l'attendait la vérité qu'il avait refusé de voir pendant des années. Le jour où Emmanuel Kabila fut chassé ne commença pas par des cris. Il commença par des plans. Ce matin-là, Nadia Ambeki se tenait devant le miroir, ajustant ses boucles d'oreilles avec un calme exercé. Sa voix portait facilement dans le couloir tandis qu'elle parlait à Patrick, assis sur le bord du lit, les coudes sur les genoux, le regard fixé au sol. Cette situation est instable, dit Nadia. Et l'instabilité se propage. Patrick ne répondit pas. Je ne me suis pas engagé pour un effondrement, poursuivit-elle en se tournant vers lui. Si tu veux survivre à ce qui arrive, il te faut de la clarté, des limites. Patrick leva enfin les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? L'expression de Nadia s'adoucit, répétée, maîtrisée. Je dis qu'elle est un risque. Le mot resta suspendu entre eux. Patrick se frotta le visage. Elle est enceinte. Et c'est justement ce qui aggrave les choses, répondit Nadia avec douceur. Pense aux apparences. Pense à la pression. Pense à ce que les gens diront si tout cela devient laid. Patrick se leva et se mit à faire les 100 pas. Son esprit était déjà saturé. Appel, échéance, peur venant de toutes parts. Il voulait quelque chose de simple. Quelque chose de tranché. Elle a été une distraction, continua Nadia. Toujours à observer, toujours silencieuse. Tu n'as pas besoin de ça maintenant. Patrick s'arrêta. Dans la cuisine, Emmanuelle travaillait en silence, préparant du thé. Elle les entendait. Toujours. Les murs n'arrêtaient guère les voix façonnées par l'assurance. Elle ne contribue à rien, dit Nadia. Elle ne l'a jamais fait. Patrick ne la corrigea pas. Emmanuelle versa l'eau chaude avec précaution, maîtrisant ses mains tandis que la bouilloire sifflait. Elle avait appris à garder son corps calme, même lorsque les mots frappaient profondément. En milieu de matinée, Patrick entra dans la cuisine. Son visage était fermé, la mâchoire crispée. Il évitait son regard. « Il faut qu'on parle », dit-il. Emmanuelle se tourna vers lui, soutenant son regard sans faillir. « Bien sûr. » Ils allèrent au salon. Nadia resta debout, les bras croisés, comme si elle supervisait une transaction. Patrick parla le premier. « Ça ne fonctionne plus », dit-il d'un ton plat. « La maison. La situation. » Emmanuelle écouta. « Tu es devenue difficile », poursuivit-il. Silencieuse, observatrice. C'est déstabilisant. Nadia hocha la tête en signe d'approbation. Pour le bien de tous, continua Patrick, il vaut mieux que tu partes temporairement. Emmanuelle attendit. Tu resteras ailleurs, ajouta Nadia. Jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Et mon enfant? Demanda Emmanuelle calmement. Patrick hésita. Ce n'est pas la question. Les mots confirmèrent tout. Emmanuelle hocha une seule fois la tête. Quand? Maintenant, répondit Nadia sèchement. Il n'y a aucune raison d'attendre. Patrick jeta un coup d'œil à Nadia, puis à Emmanuelle. Tu peux prendre ce dont tu as besoin, dit-il en faisant un geste vague. Ne fais juste pas de scène. Emmanuelle sentit une tension familière lui serrer la poitrine. Ce n'était ni la panique, ni le chagrin. C'était la finalité. Elle alla dans la petite pièce près de la cuisine et rassembla ses affaires. Il n'y en avait pas beaucoup. Un change. Des documents personnels qu'elle avait gardés cachés. Le dossier sous son matelas resta intact. Elle s'arrêta un instant, posant une main sur son ventre. L'enfant bougea doucement, comme en réponse. Quand elle revint au salon, Nadia l'examina avec une satisfaction à peine dissimulée. « Tu devrais être reconnaissante, » dit Nadia. « Nous sommes généreux. » Emmanuelle la regarda calmement. « Je sais. » Patrick ouvrit la porte. L'air extérieur était lourd de chaleur et de poussière. La rue au-delà de la propriété vibrait d'une vie ordinaire. Vendeurs criant, moteurs au ralenti, enfants riant quelque part. Le contraste était brutal. Emmanuelle avança. Patrick hésita,
puis parla doucement. Tu t'en sortiras. Elle se tourna vers lui. Je m'en suis toujours sorti. Il détourna le regard. Nadia referma la porte derrière elle. Le bruit résonna. Emmanuelle resta un moment sur le trottoir, son sac à ses pieds, le soleil pesant sur elle. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle ne se retourna pas. Elle commença à marcher. Chaque pas était mesuré. Prudent. Elle écoutait son corps, ajustait son rythme, respirait profondément. Une femme de passage jeta un regard inquiet à son ventre arrondi. Emmanuelle lui offrit un léger sourire et continua. Lorsqu'elle atteignit l'arrêt de bus, ses jambes tremblaient. Elle s'assit lentement, laissant le monde défiler. Elle se sentait exposée, mais pas sans protection. Son téléphone vibra. « Es-tu en sécurité ?» demanda le message de Thabo et Cozy. « Oui » répondit-elle. « Procédez. » La réponse arriva aussitôt. « Compris. » Quand le bus arriva, Emmanuelle se leva et monta, choisissant une place près de la fenêtre. Elle regarda la ville défiler, marchés, bureaux, rues étroites pleines de mouvements. Elle avait vécu toute sa vie dans ces rythmes. Elle appartenait encore à cet endroit. La maison de Patrick rapetissa derrière elle, puis disparut. Cet après-midi-là, Patrick rentra dans un vide qu'il n'avait pas anticipé. La maison semblait creuse, plus silencieuse qu'avant. Nadia s'y déplaçait avec une autorité nouvelle, réorganisant, s'appropriant. « Elle est partie » dit Patrick plus pour lui-même que pour elle. « Bien » répondit Nadia. « Maintenant, on peut se concentrer. » Patrick hocha la tête, essayant d'y croire. Mais la concentration ne vint pas. Les appels restaient sans réponse. Les réunions étaient reportées. Des murmures le suivaient dans des couloirs qu'il dominait autrefois. Le contrôle qu'il poursuivait s'évaporait à une vitesse alarmante. Ce soir-là, Patrick se tint seul dans le salon, fixant la porte par laquelle Emmanuelle était sortie. Pour la première fois, quelque chose comme le doute s'insinua en lui. Pas de la culpabilité, de l'incertitude. Pendant ce temps, Emmanuelle arriva dans un modeste appartement à la périphérie de la ville, un lieu que Thabo avait discrètement organisé, sans poser de questions. La pièce était simple, propre, sûre. Elle s'assit sur le lit et expira profondément. Pour la première fois depuis des mois, personne ne lui ordonnait de bouger. Elle s'allongea avec précaution, une main sur son ventre, et ferma les yeux. L'épuisement l'envahit d'un seul coup, lourd, total. Le sommeil suivit rapidement, miséricordieux et profond. Aux premières heures du matin, elle se réveilla brièvement, désorientée, puis se souvint où elle était. Un soulagement calme et constant la traversa. « Nous allons bien » murmura-t-elle. De retour à la maison, Patrick était éveillé à côté de Nadia, fixant le plafond. Son téléphone vibra avec un message entrant qu'il ne reconnut pas. Réunion confirmée. Détail joint. Il déglutit. Nadia se tourna vers lui. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ça arrive » dit Patrick. Nadia sourit faiblement. « Bien. Finissons-en. » Aucun des deux ne pensa à Emmanuelle. Il croyait que le problème avait été éliminé. Il ne comprenait pas qu'il venait de retirer le dernier obstacle entre eux et la vérité. La justice ne s'annonça pas par des sirènes ou des voix élevées. Elle avançait silencieusement à travers des documents, des signatures, des pièces où le pouvoir préférait croire qu'il était encore invisible. Emmanuelle Kabila se réveilla avant l'aube dans le petit appartement organisé par Thabo et Cozy. Le lit était ferme, l'air immobile. Pour la première fois depuis des mois, son corps reposait sans anticipation d'interruption. Elle resta immobile un moment, écoutant sa respiration, le mouvement doux de l'enfant en elle, puis se leva lentement, respectant le poids qu'elle portait. Elle se lava le visage, attacha ses cheveux et s'habilla simplement. Rien de dramatique. Rien de symbolique. Elle avait appris que la justice fonctionnait mieux lorsqu'elle paraissait ordinaire. À la table de la cuisine, elle ouvrit son sac et en sortit le dossier qu'elle protégeait depuis si longtemps. À l'intérieur se trouvaient des copinettes, des contrats, des calendriers, des communications acheminées par des canaux juridiques. Elle les examina calmement, vérifiant dates, clauses, références. Tout était en ordre. Son téléphone vibra. « Nous sommes prêts. » Le message de Thabo arriva sans emphase. « Procédez » répondit Emmanuelle. En milieu de matinée, la machine se mit en marche.
Tabot et Cosy entrèrent dans le registre du commerce du centre-ville avec une assurance maîtrisée. Le chemin avait été préparé avec soin, anticipant la résistance, anticipant les délais. Il déposa les avis avec précision, soumettant des requêtes qui n'accusaient pas, elles clarifiaient. Demande de révision d'exécution. Avis de défaut imminent. Convocation formelle pour divulgation financière. Le langage était neutre, sans émotion, irréfutable. Au même moment, un coursier livra une enveloppe scellée au bureau de Patrick Kabila. Une autre arriva à son domicile. Une troisième fut envoyée au conseil juridique de l'entreprise. Patrick ouvrit la sienne seule. Les mots se brouillèrent d'abord. Il relut. Puis encore. Le sens s'imposa lentement, comme de l'eau glacée s'infiltrant dans un tissu. Convocation, murmura-t-il. Son assistant se tenait à la porte. Monsieur? Patrick lui fit signe de partir, les mains tremblantes. Le document était clair. Il devait comparaître devant une commission d'examen commercial pour répondre à des incohérences liées à des accords de financement. Le non-respect entraînerait une exécution immédiate. Il appela Nadia. Il bouge, dit-il dès qu'elle répondit. Que veux-tu dire, il? Lança-t-elle. Les investisseurs ou qui qu'ils soient, répondit Patrick. C'est officiel maintenant. Nadia expira brusquement. Très bien. On se battra. Patrick fixa le papier. On ne sait même pas contre qui on se bat. Cette incertitude pesa lourdement. Dans l'après-midi, l'avocat de Patrick appela. Ce n'est pas une négociation, dit-il prudemment. Les documents sont solides. Patrick avala sa salive. Qui a déposé le dossier? Un silence. Le plaignant est enregistré comme un véhicule d'investissement. Propre. Anonyme. Patrick ressentit un bref soulagement. Anonyme signifiait sans visage. Sans visage signifiait gérable. À l'appartement, Emmanuelle prépara un repas léger et se reposa entre chaque tâche. Elle mesurait ses gestes, attentive à ne pas se fatiguer. Elle se sentait étrangement calme comme le silence avant la pluie. Tabot arriva plus tard avec des nouvelles. Ils ont accusé réception, dit-il. Patrick a été convoqué. La commission se réunira bientôt. Emmanuelle hocha la tête. Et le calendrier s'accélère, ajouta Tabot. Vu l'exposition. Bien, dit Emmanuelle. Pas de délai. Tabot la regarda un instant. Es-tu certaine d'être prête? Elle soutint son regard. Je suis prête depuis plus longtemps qu'il ne le pense. De retour à la maison, Nadia faisait les 100 pas. C'est du harcèlement, insistait-elle. Nous allons contre-attaquer. Patrick la regardait. L'assurance tranchante qu'elle projetait autrefois se fissurait maintenant sur les bords. Il demande une divulgation complète, dit-il point en toute transparence. Nadia s'arrêta. C'était impossible. Patrick ne répondit pas. Ce soir-là, Patrick tenta d'appeler d'anciens alliés, des intermédiaires, des personnes qui autrefois répondaient immédiatement à ses messages. La plupart ne répondirent pas. Ceux qui le firent parlèrent avec prudence, prenant leur distance. Nous ne pouvons pas nous impliquer, dit l'un. Mieux vaut régler cela discrètement, conseilla un autre. Discrètement, le mot résonna de manière désagréable. La nuit, Patrick resta éveillé à côté de Nadia, fixant le plafond. Pour la première fois, il pensa à Emmanuelle non pas comme à un inconvénient, ni comme à une charge de travail, mais comme à une absence. La maison semblait plus froide sans sa présence silencieuse qui absorbait le chaos. Il chassa rapidement cette pensée. Le sentimentalisme ne résoudrait rien. Le lendemain, la seconde vague arriva. Une demande formelle d'examen des actifs, un avis concernant l'évaluation des garanties, une note sur d'éventuelles mesures d'exécution. Le conseil d'administration de l'entreprise de Patrick demanda une réunion d'urgence. C'est sérieux, dit l'un des membres. Nous avons besoin de transparence. Patrick serra la mâchoire. Il n'y a rien à cacher. La phrase sonna creux, même à ses propres oreilles. De l'autre côté de la ville, Emmanuelle assistait à un rendez-vous prénatal. Le médecin parla avec bienveillance, examina les constantes, écouta le battement de cœur du bébé. Fort et régulier. Vous avez besoin de repos, conseilla le médecin. Et de stabilité. Emmanuelle esquissa un léger sourire. Je travaille sur les deux. Elle quitta la clinique et s'assit à l'ombre à l'extérieur, s'accordant un moment de calme.
La ville bougeait autour d'elle, vendeurs qui interpellaient, circulation qui se faufilait, la vie qui continuait. La justice, le savait-elle, n'arrêtait pas le monde. Elle corrigeait simplement une ligne à l'intérieur de celui-ci. Son téléphone vibra de nouveau. Date de la commission confirmée. Présence requise pour les parties principales. Emmanuelle ferma brièvement les yeux. Bientôt, murmura-t-elle. Au bureau de Patrick, la pression devint visible. Le personnel évitait son regard. Des chuchotements le suivaient dans les couloirs. L'assurance qu'il portait autrefois avec aisance lui semblait désormais un costume mal ajusté. Nadia arriva en milieu de journée, le visage tendu. « Il faut qu'on parle », dit-elle. Patrick ferma la porte. « Ils veulent la divulgation », dit-il. Tout. Le sang-froid de Nadia se fissura. « Ce n'est pas ce que tu avais promis. »« Je n'ai rien promis », répliqua Patrick sèchement. « J'ai promis le succès. » Les yeux de Nadia se plissèrent. « Alors règle ça. »« Comment ?» exigea Patrick. « On ne sait même pas qui est derrière tout ça. » Nadia se tut, calculant. À l'appartement, Emmanuelle préparait les documents pour la phase finale. Elle organisait les copies, étiquetait les sections, revoyait une dernière fois les échéances. Il n'y avait pas de colère dans ce travail, seulement l'achèvement. Tabot observait en silence. « Ils vont tenter de t'intimider, » dit-il. « Retarder, discréditer. » Emmanuelle hocha la tête. « Ils n'y parviendront pas. »« Pourquoi en es-tu si certaine ?» demanda Tabot. Elle s'arrêta, les mains posées sur le dossier. « Parce qu'ils croient que le pouvoir s'annonce, » dit-elle. « Moi, non. » Ce soir-là, alors que le soleil déclinait, Emmanuelle se tint près de la fenêtre et regarda les ombres s'allonger dans la rue. Elle sentait le poids de ce qui venait. Pas de la peur, mais une responsabilité. La justice changerait des vies. Elle réorganiserait des avenirs. Elle inspira profondément. De retour à la maison, Patrick reçut une dernière notification avant la nuit. Le défaut de conformité entraînera une exécution immédiate. Il fixa le message, le pouls affolé. Nadia se tenait à côté de lui, silencieuse. Dans ce silence, tous deux ressentirent le rétrécissement des options, la fermeture des portes. Ils croyaient que la réunion déterminerait leur destin. Ils ignoraient que ce destin avait déjà été écrit calmement, patiemment par la femme qu'ils avaient poussée dehors. Et lorsque la salle serait enfin réunie, la justice ne crierait pas. Elle demanderait simplement qu'on se lève. La salle était conçue pour intimider sans paraître hostile. Au plafond, couleur neutre, longue table polie renvoyant les visages à eux-mêmes. La commission d'examen commercial siégeait en hauteur, non au-dessus du jugement, mais au-dessus de l'émotion. Tout dans cet espace transmettait un message clair. Ce n'était pas un lieu pour les excuses. Patrick Kabila arriva tôt. Il portait un costume sur mesure fraîchement repassé, comme si l'apparence seule pouvait restaurer l'autorité. La mâchoire crispée, les épaules raides. Nadia et Becky marchaient à ses côtés, talons claquant sur le sol, posture assurée mais tendue. Elle avait insisté pour venir, affirmant que la visibilité comptait. Patrick ne dit rien. Il avait appris trop tard que la visibilité n'était pas le pouvoir. Ils prirent place. Les avocats murmuraient. Les documents furent disposés. Des écrans s'allumèrent au fond de la salle. Les membres de la commission entrèrent silencieusement et s'installèrent. Cette séance portera sur des divergences financières liées à l'expansion logistique de Kabila, commença calmement la présidente. La présence a été constatée. Patrick hocha la tête, raide. La procédure débuta par l'examen des échéances, des flux de capitaux, des jalons d'expansion, des rendements projetés. Patrick reconnut les chiffres. Il les avait présentés lui-même des mois plus tôt avec assurance. À présent, ces mêmes données étaient scrutées sans admiration. Un membre de la commission prit la parole. « Votre expansion a dépassé la stabilisation des revenus. » Patrick se pencha en avant. « La croissance exige de l'élan. »« L'élan exige une supervision, » répondit le membre. « Ce qui semble faire défaut. » Nadia bougea à côté de lui, croisant les bras. La discussion passa au financement. Les sources furent listées, les termes détaillés, des clauses surlignées à l'écran. L'avocat de Patrick parla avec prudence. Le véhicule d'investissement est anonyme. Mon client a agi de bonne foi. La présidente hocha la tête.
L'anonymat n'est pas irrégulier, dit-elle. Le défaut, si. Patrick déglutit. Un document s'afficha. Clair, précis, implacable. Fenêtre de paiement dépassée. Prolongation refusée. Examen d'exécution déclenché. Patrick sentit son pouce accélérer. Nous avons demandé de la flexibilité, dit-il, et on nous a laissé entendre. Vous avez demandé, corrigea doucement la présidente. Vous n'avez pas obtenu. Nadia se pencha en avant. C'est punitif, dit-elle sèchement. Il n'y avait aucune intention de défaut. L'intention, répondit un autre membre, ne l'emporte pas sur l'obligation. La salle sembla rétrécir. La présidente tourna une page. À ce stade, le plaignant a le droit de comparaître. Patrick se raidit. Le plaignant? Oui, dit-elle, le créancier principal. Nadia fronça les sourcils. Je pensais que cela passait par un fonds. C'est le cas, répondit calmement la présidente. Avec un représentant désigné. L'avocat de Patrick se pencha, chuchotant avec urgence. Patrick secoua légèrement la tête. Il devait aller jusqu'au bout. La présidente jeta un regard vers la porte. Nous allons maintenant entendre le plaignant. La porte s'ouvrit. Des pas résonnèrent doucement sur le sol, mesurés, sans hâte. Patrick leva les yeux instinctivement. D'abord, il ne la reconnut pas. Emmanuel Kabila entra dans la salle, vêtu d'une robe simple, la posture droite. Malgré le poids visible de la grossesse, ses mouvements étaient prudents, dignes. Elle ne regarda pas Patrick immédiatement. Elle ne regarda pas Nadia du tout. Thabo et Cozy marchaient à ses côtés, une main rassurante près de son coude à l'approche de la table. Un instant, la salle fut totalement silencieuse. L'esprit de Patrick peinait à concilier l'image devant lui avec la femme qu'il avait écartée, ordonnée à l'effacement. « Emmanuel » murmura-t-il. Les yeux de Nadia s'écarquillèrent, puis se plissèrent. « Qu'est-ce que c'est que ça » exigea-t-elle. Emmanuel s'arrêta à l'endroit désigné et soutint le regard de la présidente. « Emmanuel Kabila » dit la présidente en lisant le dossier. « Représentante du plaignant. » Patrick se leva brusquement. « C'est absurde, dit-il. Elle n'a rien à voir avec. »« Asseyez-vous, » dit calmement la présidente. Patrick obéit sans s'en rendre compte. Thabo prit la parole. « Ma cliente est la créancière principale, » dit-il d'un ton égal, via un véhicule d'investissement juridiquement structuré. Les mots retombèrent lourdement. Patrick fixa Emmanuel, l'incrédulité envahissant son visage. « C'est impossible, » dit-il d'une voix rauque. « Toi, tu ne... » « Si, » répondit Emmanuel doucement. Sa voix ne portait ni triomphe ni accusation, seulement des faits. Nadia éclata d'un rire sec. « C'est un montage. » Emmanuel tourna pour la première fois son regard vers Nadia. « Non, » dit-elle. « C'est une conséquence. » La commission examina les documents présentés par Thabo, preuves claires d'origine, d'acheminement, d'autorisation. La signature d'Emmanuel apparaissait là où Patrick n'avait jamais pensé regarder. La respiration de Patrick devint superficielle. « Tu m'as laissé croire que tu avais assumé. »« Je ne t'ai jamais corrigé, » dit Emmanuel. La distinction blessa plus profondément que la colère ne l'aurait fait. La présidente s'adressa à Patrick. « Monsieur Kabila, la plaignante a fait preuve de retenue et a suivi la procédure. La dette est valable. » L'avocat de Patrick murmura avec urgence, mais Patrick entendait à peine. Nadia se leva. « C'est personnel, » lança-t-elle. « Ça ne devrait pas être autorisé. » Le regard de la présidente resta ferme. Les affaires personnelles n'invalident pas des créances légales. Emmanuel demeurait immobile, les mains posées protectrices sur son ventre. La commission poursuivit, méthodique, sans émotion. Des options furent exposées, modalités de règlement, conditions d'exécution. Patrick eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il regarda encore Emmanuel, cherchant quelque chose, colère, satisfaction, cruauté. Il ne trouva rien. « Tu aurais pu dire quelque chose, » dit-il doucement. « J'ai essayé, » répondit-elle. « Tu n'as pas écouté. » Un silence suivit. Le sang-froid de Nadia se brisa enfin. « Tu nous as humiliés, » siffla-t-elle. Emmanuel secoua doucement la tête. « Non, » dit-elle. « Vous l'avez fait vous-même. » La présidente conclut la séance avec une clarté formelle. La procédure suivra son cours tel qu'indiqué.
Les parties seront notifiées. Alors que les gens commençaient à se lever, Patrick resta assis, fixant la table comme si elle pouvait expliquer comment le pouvoir avait changé de main sans bruit. Emmanuel se tourna pour partir. Patrick se leva brusquement. « Emmanuel, dit-il. S'il te plaît ?» Elle s'arrêta, puis se tourna non vers lui, mais vers la commission. « Je me conformerai à chaque étape légale, dit-elle. Je demande seulement que cela se fasse sans spectacle. » La présidente acquiesça. « C'est noté. » À l'extérieur, le couloir bourdonnait de murmures feutrés. Emmanuel avançait prudemment, Thabo à ses côtés. Patrick la suivit de quelques pas, la voix basse. « Tu avais tout planifié. » Emmanuel s'arrêta et lui fit face. « Je me suis préparé, dit-elle. Ce n'est pas la même chose. » Nadia observait à distance, l'expression indéchiffrable. Emmanuel croisa une dernière fois le regard de Patrick. « Ce n'était pas une vengeance, dit-elle. C'était une protection. » Elle se détourna et s'éloigna. Patrick resta immobile, la vérité s'installant par couches, à propos de l'argent, du silence, de la femme qu'il avait prise pour de la faiblesse. Il avait cru que le pouvoir était bruyant. Il avait eu tort. Et tandis qu'Emmanuel disparaissait au bout du couloir, une chose lui apparut douloureusement claire. La réunion ne l'avait pas détruit. Elle l'avait révélé. Les conséquences n'explosèrent pas. Elles se déployèrent. Patrick Kabila était assis seul dans son bureau. Longtemps après que l'immeuble se fut vidé, tandis que la ville extérieure s'assombrissait dans le crépuscule, des papiers étaient éparpillés sur son bureau. Des copies d'accords qu'il avait autrefois parcourus distraitement étaient désormais annotées et surlignées avec une clarté implacable. Chaque ligne ramenait à la même vérité. La dette était réelle, exécutoire, et entièrement de son fait. Il se repassa le moment où Emmanuel était entré dans la salle d'examen. La manière dont l'air avait changé sans un bruit, sans voix élevée, sans accusation, seulement une présence, une autorité sans mise en scène. Il avait pris la patience pour de la passivité. Son téléphone vibra de nouveau, cette fois de la part du conseil d'administration. Session d'urgence demain matin. Présence obligatoire. Patrick s'adossa à son fauteuil, fixant le plafond. Il entendait déjà les questions. Il sentait déjà les options se réduire. Il avait toujours cru que le levier venait de la vitesse, de la pression, du fait de paraître plus grand que nature. Emmanuel, elle, avait utilisé le temps. De l'autre côté de la ville, Emmanuel était assise sur le bord du lit dans son appartement, une main posée sur son ventre, l'autre tenant une tasse d'eau tiède. Thabo Nkosi se tenait près de la fenêtre, examinant les messages à mesure qu'ils arrivaient, demande de confirmation, accusé de réception des dépôts, notifications formelles circulant dans les canaux qu'ils avaient préparés. Ils vont tenter de retarder, dit Thabo à voix basse. Restructurer, négocier. Emmanuel hocha la tête. Ils le devraient, répondit-elle. C'est leur droit. Thabo la regarda. Et le tien ? Elle inspira lentement. Le mien est de m'assurer que tout cela se termine en sécurité. Cette nuit-là, Patrick ne dormit pas. Il faisait les 100 pas. Il appela Nadia, puis raccrocha avant qu'elle ne réponde. Il ouvrit son ordinateur portable et relut encore, comme si la répétition pouvait desserrer l'emprise de la vérité. Aux premières heures, il prit la voiture, d'abord sans but, puis avec une intention claire. Il s'arrêta devant l'immeuble modeste où Emmanuel résidait désormais. Il n'entra pas. Il resta assis dans la voiture, moteur éteint, le silence l'écrasant. Il avait tant de choses à dire. Aucune ne lui semblait juste. Le matin arriva sans pitié. La réunion du conseil fut brève et brutale. Le langage était prudent, le ton mesuré, mais le message sans équivoque. Votre exposition a compromis la confiance, dit un membre. Nous devons protéger l'entreprise, ajouta un autre. Patrick tenta d'argumenter. Il parla de vision, d'intention, d'évolution du marché. Les mots tombèrent à plat. Un vote eut lieu. Suspension temporaire de l'autorité exécutive. Supervision instaurée, conditions imposées. Patrick signa là où indiqué, sa signature plus petite que d'habitude. À la mi-journée, Nadia arriva au bureau. Sans prévenir, sa confiance durcit en quelque chose de fragile. « Tu ne m'as pas dit que ça arriverait, » dit-elle. Patrick ne leva pas les yeux. « Je ne le savais pas. » Elle ricana. « Tu savais toujours tout. » Patrick croisa enfin son regard. « Non,
dit-il doucement. Je faisais semblant. La distance entre eux s'élargit à cet instant. Nadia avait toujours admiré la certitude. Elle n'avait aucune patience pour la réflexion. Cet après-midi-là, les avis d'exécution furent délivrés. Rien de dramatique, rien de public, juste précis. Compte signalé, actif examiné, calendrier fixé. Le téléphone de Patrick sonna. Il répondit sans regarder. C'est fait, dit calmement Thabo Nkosi. La procédure suit son cours comme prévu. Patrick ferma les yeux. Puis-je lui parler? Un silence. Je vais lui demander, répondit Thabo. Emmanuelle réfléchit à la demande lorsque Thabo la lui transmit. Elle resta assise un long moment, écoutant le rythme régulier de sa respiration. Oui, dit-elle enfin. Mais pas ici. Ils se rencontrèrent dans un lieu neutre, un petit bureau calme près du tribunal. Pas de caméra, pas de public. Juste des chaises, une table, et une fenêtre laissant entrer une lumière douce. Patrick arriva le premier et se leva lorsqu'Emmanuelle entra. Elle remarqua combien il semblait plus petit désormais, non physiquement, mais dans sa posture. Incertain. Merci d'être venu, dit-il. Emmanuelle hocha la tête et s'assit. Parle, dit-elle doucement. Patrick déglutit. Je ne savais pas, commença-t-il. À propos du financement. À propos de toi. Tu n'as pas demandé, répondit Emmanuelle. Il grimaça. Je pensais que le silence signifiait l'accord. Le silence signifiait que j'observais, dit-elle. Et que je me préparais. Patrick se frotta les mains. Je t'ai blessé. Oui, répondit Emmanuelle simplement. Il attendit la suite. Elle ne vint pas. Et le bébé, ajouta-t-il précipitamment. Tu n'utiliseras pas l'enfant pour adoucir cela, dit Emmanuelle, toujours calme. Si tu veux parler du tort causé, parle des choix. Patrick hocha lentement la tête. J'ai choisi la vitesse plutôt que l'attention, le contrôle plutôt que le partenariat. Oui, dit-elle. Un silence s'installa entre eux, honnête cette fois. Je ne demande pas le pardon, dit enfin Patrick. Je demande une voie à suivre. Emmanuelle soutint son regard. Il y en a une, dit-elle. Elle est légale, équitable, et ne place pas ton confort au centre. Ils discutèrent des termes, des options de restructuration, des délais, des limites. Emmanuelle écouta, ajusta, insista là où c'était nécessaire. Elle n'éleva pas la voix. Elle ne se réjouit pas. Patrick signa. Quand la réunion prit fin, il resta debout, hésitant. Je ne t'ai jamais vu, dit-il. Pas vraiment. Emmanuelle se leva avec précaution. Tu as vu ce que tu avais besoin que je sois, répondit-elle. C'est différent. Lorsqu'elle partit, Patrick demeura assis, le silence plus lourd que n'importe quelle dispute. Dehors, la ville continuait. La vie avançait. Nadia apprit les termes définitifs ce soir-là. Elle réagit comme toujours, en accusant. C'est de ta faute, dit-elle à Patrick. Tu l'as laissé faire. Il l'arrêta d'un regard. Assez. Elle le fixa, stupéfaite. Tu as choisi une maison bâtie sur l'obéissance, poursuivit-il. Moi, j'ai choisi l'ambition sans responsabilité. Elle a choisi la préparation. Nadia partit peu après, ses talons claquant sèchement dans le couloir. La certitude brisée. Les jours passèrent, puis les semaines. L'exécution se déroula avec efficacité. Le rôle de Patrick diminua. Son nom disparut des titres qu'il poursuivait autrefois. L'entreprise se stabilisa sous supervision. Plus petite, plus lente, plus sûre. Emmanuelle se concentra sur sa santé, sur le repos, sur l'enfant qui donnait des cours rassurants. Elle assista aux rendez-vous médicaux. Elle marchait le soir lorsque l'air se rafraîchissait, sentant le sol sous ses pieds sans crainte. Un après-midi, un message de la commission confirma la clôture de la procédure principale. Thabo sourit. C'est terminé. Emmanuelle hocha la tête. Non, corrigea-t-elle. Ça commence. Ce soir-là, elle se tint près de la fenêtre et regarda les lumières s'allumer dans la ville. Elle sentit le poids s'alléger, pas complètement, mais assez pour respirer. Elle posa ses deux mains sur son ventre et murmura. Tu connaîtras la sécurité. Et la vérité. Dans une autre partie de la ville, Patrick était assis seul dans un appartement silencieux, lisant un dernier avis. Il le posa et ferma les yeux. Pour la première fois,
Il comprit le prix de l'erreur consistant à confondre le silence avec la faiblesse. Et pour la première fois, Emmanuel Kabila dormit sans l'ombre de l'incertitude pesant sur sa poitrine, sachant que la justice, lorsqu'elle est menée avec soin, n'a pas besoin de rugir. Elle doit seulement tenir debout. La fin n'arriva pas avec des célébrations. Elle arriva avec un alignement silencieux. Des semaines après la conclusion de la procédure, Emmanuel Kabila avançait dans ses journées avec une stabilité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Son corps était plus lourd désormais, la grossesse approchant de son terme. Mais ce poids n'était plus une charge ajoutée à d'autres. Il était unique, porteur de sens. Le petit appartement restait simple, sans excès, sans luxe. Chaque matin, la lumière du soleil filtrait à travers de fins rideaux, réchauffant la pièce où elle préparait du thé et s'asseyait pour écouter la ville s'éveiller. Les vendeurs criaient en bas. Des pas résonnaient dans le couloir. La vie continuait, ordinaire et clémente. Thabo Nkosi lui rendait visite de temps à autre, apportant des nouvelles qu'elle anticipait déjà. Les derniers comptes ont été réglés, dit-il un après-midi en posant un dossier sur la table. Aucun appel, aucun retard. Emmanuel hocha la tête, la main sur son ventre. Et Patrick? Thabo hésita brièvement. Il s'est conformé. Entièrement. C'est suffisant. Emmanuel ne demanda pas de nouvelles de Nadia. Elle n'en avait pas besoin. L'absence parlait plus fort que n'importe quel rapport. Dans les semaines qui suivirent, Emmanuel se concentra sur la suite non pas de manière abstraite, mais par étapes réfléchies. Elle rencontra une sage-femme recommandée par la clinique. Elle aménagea son emploi du temps pour se reposer. Elle renoua avec un petit réseau de femmes avec lesquelles elle avait autrefois travaillé. Des conversations calmes, des expériences partagées, sans besoin d'explications. Un soir, tandis que le crépuscule s'installait sur la ville, Emmanuel s'assit près de la fenêtre et relut une courte liste qu'elle avait écrite plus tôt dans la journée. Ce n'était pas une liste de griefs. C'était une liste de limites, où elle vivrait, qui aurait accès à son enfant, ce qu'elle ne tolérerait plus jamais. C'était le document le plus précieux qu'elle ait jamais créé. La nouvelle vie de Patrick Kabila se déroulait sans drame, dépouillé de toute mise en scène. Il vivait seul désormais, dans un espace plus petit résonnant de silence. L'entreprise existait toujours, mais son rôle s'était réduit à des tâches consultatives sous supervision. Son nom figurait encore sur des documents, mais il ne faisait plus autorité dans les salles. Il suivait une thérapie, non parce que quelqu'un l'y obligeait, mais parce qu'il ne pouvait plus éviter le poids de la réflexion. Dans des pièces calmes, il affrontait des schémas qu'il avait hérités et amplifiés. Le contrôle pris pour du soin, le silence pris pour du consentement, le pouvoir pris pour de la valeur. Un après-midi, il reçut un message de Thabo. Emmanuel a finalisé les dispositions concernant l'enfant. Merci de les examiner. Patrick lut lentement les termes. Ils étaient clairs, équitables, fermes. Il signa. Il n'y eut aucune tentative de négociation, aucune demande de pardon, seulement la conformité. Ce soir-là, assis seul, il reconnut enfin ce qu'il avait évité pendant des années. Il avait perdu, non parce qu'il avait été trahi, mais parce qu'il n'avait pas su reconnaître la valeur de la retenue. Des semaines plus tard, Emmanuel entra en travail. L'accouchement fut long, mais sans complications. La sage-femme parlait doucement, la guidant à travers chaque vague. Emmanuel respirait, concentrée, pleinement présente. Lorsque le cri du bébé remplit la pièce, elle ferma brièvement les yeux, submergée non par la douleur, mais par l'arrivée. Une fille. Forte, en bonne santé, intensément vivante. Emmanuel la serra contre elle, des larmes glissant silencieusement sur ses joues non de chagrin, mais de libération. Elle la nomma Amani, paix. Dans les jours qui suivirent, Emmanuel s'accorda le repos. Des amis vinrent discrètement, apportant de la nourriture, offrant leur aide sans poser de questions. Elle l'accepta, non comme une charité, mais comme une communauté. Thabo vint une fois, restant respectueusement près de la porte. Elle est magnifique, dit-il. Emmanuel esquissa un léger sourire. Elle est libre, répondit-elle. Patrick demanda à voir l'enfant quelques semaines plus tard. Emmanuel réfléchit avec soin, puis accepta sous condition. Ils se rencontrèrent dans un lieu neutre et apaisant. Patrick tint Amani avec douceur, les mains légèrement tremblantes. « Je ne la laisserai pas tomber », dit-il à voix basse. Emmanuel soutint son regard. « Tu n'as pas le droit de promettre », dit-elle.
Tu as le devoir de le montrer. Patrick hocha la tête. Je comprends. Quand la rencontre prit fin, Emmanuel le regarda partir sans amertume. Le chapitre s'était refermé là où il le devait, sans effacement, sans réconciliation déguisée en guérison. Le nom de Nadia Ambeki refaisait parfois surface, porté par la rumeur plus que par la pertinence. De nouvelles alliances, de nouvelles ambitions, le schéma inchangé. Emmanuel ne suivit pas cette piste. Elle avait appris que la distance n'était pas une fuite, mais du discernement. Les mois passèrent. Emmanuel recommença à conseiller. Calmement, avec discernement, elle travailla avec des femmes cherchant à construire leur indépendance financière, à structurer des systèmes de soutien qui ne reposaient pas sur la permission. Son approche demeurait discrète, efficace, respectueuse. Elle ne parla jamais publiquement de ce qui s'était passé. Elle n'en avait pas besoin. Les femmes avec qui elle travaillait reconnaissaient les signes de quelqu'un qui avait traversé l'épreuve sans se perdre. Un après-midi, alors qu'Emmanuel traversait le parc avec Amani solidement blotti contre sa poitrine, elle s'arrêta sous un arbre et observa des enfants jouer non loin. Les rires portaient dans la brise. Un sentiment d'accomplissement s'installa, non pas une finalité, mais une continuité. Elle pensa aux leçons de sa mère. Protège ta dignité. Le silence n'est pas une reddition. La patience peut être une force. Elle avait vécu les trois. Ce soir-là, Emmanuel écrivit une seule phrase dans son carnet, non pour l'archive, mais pour la mémoire. La justice n'élève pas toujours la voix. Parfois, elle se tient simplement debout assez longtemps pour être vue. À la tombée de la nuit, les lumières de la ville s'allumèrent, éclairant des rues remplies d'histoires encore en train de s'écrire, certaines bruyantes, d'autres silencieuses, toutes dignes d'attention. Emmanuel berça Amani, fredonnant doucement une mélodie que sa mère chantait autrefois. Le passé lui semblait apaisé derrière elle. Non oublié, mais placé à sa juste place. Non comme une blessure, mais comme une fondation. La vie enseigne rarement ses leçons les plus profondes par le bruit ou le spectacle. Le plus souvent, elle les enseigne dans le silence, à travers des moments où la dignité est mise à l'épreuve, où la patience semble indiscernable de la faiblesse, et où faire ce qui est juste n'apporte aucune récompense immédiate. L'histoire d'Emmanuel nous rappelle que le pouvoir n'appartient pas toujours à la voix la plus forte dans une pièce. Il appartient à celle ou celui qui comprend le timing, les limites et la valeur de soi. Elle a été sous-estimée parce qu'elle était silencieuse, écartée parce qu'elle ne se battait pas de la manière attendue, réduite à un rôle que d'autres lui avaient assigné. Pourtant, aucun de ses jugements ne définissait qui elle était réellement. Il révélait seulement combien la vision des autres était devenue limitée. Il existe une vérité difficile que beaucoup apprennent trop tard. Le silence n'est pas l'absence de force. Il est souvent l'endroit où la force se façonne. Emmanuel n'a pas enduré parce qu'elle était impuissante. Elle a enduré parce qu'elle se préparait. Elle a protégé son enfant, son avenir et sa dignité non en criant, mais en tenant bon lorsque cela comptait le plus. Et lorsque la justice est finalement arrivée, elle n'a pas eu besoin de cruauté pour prouver son point. Elle a simplement rétabli l'équilibre. Cette histoire ne parle pas de vengeance. Elle parle de responsabilité. De la capacité à reconnaître que s'éloigner n'est pas une défaite, mais une forme de survie. De comprendre que pardonner ne signifie pas effacer les conséquences. Et que la guérison n'exige pas d'oublier la vérité. La véritable justice n'humilie pas. Elle corrige. Elle reconstruit. Elle crée de l'espace pour la croissance, surtout pour celles et ceux qui choisissent de se regarder honnêtement. Si vous vous êtes déjà senti invisible, sous-estimé ou écarté parce que vous êtes resté calme au lieu de réagir, cette histoire est pour vous. Votre retenue n'est pas une faiblesse. Votre patience n'est pas de la naïveté. Et votre moment viendra pas toujours de la manière que vous attendez, mais de la manière dont vous en avez besoin. Maintenant, nous aimerions vous entendre. Quelle partie du parcours d'Emmanuel vous a le plus touché? Avez-vous déjà vécu un moment où rester silencieux est devenu un acte de force? Partagez vos pensées et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Si les récits de justice, de guérison et de résilience silencieuse résonnent en vous, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous. Aimez, partagez et rejoignez cette communauté grandissante où les histoires ne se contentent pas de divertir. Elles nous rappellent qui nous sommes et qui nous pouvons devenir.